Bonjour, bienvenue dans la SMR du Hellfest. Et là, c'est le volume le plus bas du Hellfest. Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In. Comment ça va, messieurs? On va tous mourir. On va tous mourir parce que oui, nous tournons en plein canicule. Ah non, techniquement, on tourne le jour avant la canicule. Putain, oui, c'est Quand tu regardes la météo, on est le jour avant. Hein, c'est pas aujourd'hui? Non. Non. Demain, c'est pire. Bah demain c'est 38, mercredi c'est 39, jeudi c'est 39, vendredi c'est 39, On va tous mourir. et le week-end ça va. La thématique de cette émission, c'est une thématique... qui c'est qui avait proposé ça? C'était Julien, je C'est crois. la personne qui n'est pas là en fait. C'est pas là, Oui. ouais. Pas encore arrivé. Il va arriver à un moment donné, vous verrez la magie du montage. Donc c'était des films qui, on va dire, soit le personnage principal est un enfant ou des enfants, ou même, je dirais même l'antagoniste aussi, c'est un peu plus dans mon choix de film. L'antagoniste ou le protagoniste aussi. Protagoniste et antagoniste, les deux. C'est soit des enfants ou des jeunes ados, ou ados. On peut citer quand même, il y a deux films vraiment qui sont très connus, qui abordent justement cette thématique-là de l'enfance. Je pense au... Kids. Oui, bah, The Kid de Chaplin. Même si... Non, pas The Kid. Kids par le mec qui a fait Ken Park. Ah oui. J'ai plus son nom au gars, mais... Même je vois. Je pensais pas à celui-là. Non, oui, non, dans le contexte de cette émission, n'y pensez pas. Ouais, je pensais pas du tout. Renseignez-vous quand même, parce que c'est intéressant comme film, mais... Non, je pensais à Village des damnés. Quoi? Le village des damnés. Village des damnés. C'est les enfants qui font peur avec Oui. Bah, les deux versions. Mais les enfants, ça fait peur. C'est les années 50. Surtout quand ils parlent à l'unisson. Oui, c'est les années 50 qui est superbe et j'ai une petite j'aime beaucoup et je le défends. Malgré on sent qu'il y a des coupes. Mais le remake de Carpenter, j'aime bien. Et en plus, voir Mark Hamill en prêtre. Ouais, Superman et Luke Skywalker dans le même film, quoi, je veux dire. Voilà. On n'a plus la place. Et bien entendu, on va citer l'Exorciste. Oui, niveau enfant. Ah, moi je pensais que t'allais citer les Goonies pour être franc. Oui, pareil, c'est quand même le... Oui, mais on peut parler aussi d'abord des enfants maléfiques avant. Pourquoi les enfants maléfiques? Bah, Parce que c'est un thème récurrent, mine de rien. c'est quoi le nom du film où il y a Macaulay Culkin et Elijah Wood? Ah oui, C'est pas genre le bon fils oui, bon fils. Ouais. qui est du coup qui est Qui est génial, bien. qui est- Il est j'adore très ce bien. film. Personne n'est au courant qu'il existe. J'aurais peut-être dû Macaulay le Culkin. prendre, dommage. Michael Culkin Là, est je t'avoue que terrifiant. même je ne le savais pas. Ah, il est génial. Ah, Il est super. Ouais. Michael Culkin est Mm. terrifiant. C'est toi, j'apprends un truc. Bah, c'est-à-dire, tu sais, dans un sens, il faisait son ciao pantin parce qu'il faisait Ouais. un contre-emploi. Parce que vu que Macaulay Culkin, on pense tous à Maman j'ai raté l'avion, ou Richie Rich, ou pareil, il joue un peu le même gamin un peu sympathique. Mais là, le bon fils, c'est littéralement le gars, c'est l'enfant du diable, quoi. Tu fais. Il me faut la. bah tiens, il y a une belle transition. Il y a aussi la malédiction, J'y ai pensé. Oui, où c'est très clairement quand même l'antichrist, je crois. Saltburn, où c'est John Perkins, mais s'il était méchant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ninja Kid. Parce que voilà. Quoi? Ninja Kid. Ninja Kids, les Ouais. trois, ouais. Ah putain. Pardon. Karaté Kid. Oui, parce que ça reste Ouais. un ado. Dans le film. Et Dans le film, oui. Nintendo Kid, donc c'est quoi le nom du truc où c'est où c'est une copie de Rayman mais avec Nintendo dedans? Karim Debache en avait parlé. Oui, ils en parlent dans Cross, c'est pour ça. Mais je sais que un des titres c'est littéralement Nintendo Kid, donc tu dis les mecs se sont même pas cachés. On peut citer un autre film aussi qui là pour le coup c'est pas un enfant maléfique mais malheureusement c'est que il voit des morts partout, sixième sens, Oui, où le personnage principal reste l'enfant. oui. L'un des plus beaux films pour moi sur l'adolescence, et vous avez cité Ralph Macchio, il joue dedans, c'est The Outsiders de Coppola, Oui. qui est un magnifique film, il y a un cinéma dessus d'ailleurs. Pub. Mais voilà, on a fait une sélection qui aborde pratiquement en fait toutes les thématiques qu'on a déjà abordées là.
y compris même de l'horrifique. Donc ça c'est mon choix. Beaucoup d'horrifique quand même avec Ouais. les enfants. Oui. Oui, bah, c'est la thématique de l'enfance, tu sais, l'innocence qui fait peur. Voilà. Mais on va aborder avec un film, et c'est le choix de Richard, et là cette fois-ci c'est pas une enfance horrifique, au contraire. Non, c'est un conflit en quelque sorte, mais c'est une espèce de. En fait, techniquement, c'est une belle métaphore de la transition de l'enfance à l'adolescence, l'adultère. Non, non, la vie adulte. Mais de quoi vas-tu nous parler, cher Oh Richard? là là, quel beau lancement. Ce film, donc, c'est Billy Elliot. Premier round. Qu'est-ce que tu fabriques, mon garçon? Flanque-lui un lion! Nom de Dieu, Billy Elliot, tu fais honte à ton père, à ces gants qu'il t'a donnés, à toutes les traditions de notre école de boxe. Et on remonte. Viens avec nous. Billy Elliot, Billy Elliot lui-même joué par Jamie Bell, que vous connaissez peut-être son visage pour être Bernie Turpin dans Rocketman, Oui. ou vous connaissez pas son visage pour avoir joué Tintin dans le Tintin de Spielberg, Oui. Sauf si vous avez regardé les bonus. et on sait toujours pas si c'est lui qui va jouer Tintin dans la suite qui arrive, parce que Peter Jackson il a annoncé à Cannes qu'il allait enfin la faire. Il sera peut-être temps quand même, hein. Bah après c'est l'avantage du fait que c'est de la motion capture, c'est si physiquement il est assez fit, et vu qu'il fait une série là qui s'appelle Halfman, que je connais pas trop mais apparemment il y a quand même un peu de l'action, tu te dis bon bah en gros il est resté Enfin, c'est bon, il est resté en forme, il peut reprendre Tintin je pense si on lui demande. ça sera bien. Oui, ça serait bien d'avoir quand même cette continuité, de reprendre les gens qui étaient là. Ouais. Donc nous avons donc ce jeune Jamie Bell qui à l'époque avait 12 ans et qui joue cet enfant de 11 ans, Billy Elliot, qui vit en 1984. Du coup, qu'est-ce qui se passait en 1984 au Royaume-Uni? Chômage. Alors, le chômage parce que Thatcher, soyons clairs, parce que son père étant mineur, Oui. 1984 c'est la grève des mineurs qui a duré un an. C'est un événement déjà très important pour les Royaumes-Unis, et en tant que gens de gauche, c'est très intéressant à analyser. Oui, je te demande pas ton avis. Attends, mais moi je suis d'accord. Non, parce que du coup, on a tout ce contexte de... On a Billy avec son père et son grand frère, sa grand-mère qui est là mais plus trop, et sa mère qui est réellement plus là, hein, elle est réellement très décédée. Donc Billy qui vit dans ce petit village de mineurs qui est en pleine grève, et son père insiste quand même pour qu'il fasse de la boxe, parce que les garçons ça fait de la boxe. Ouais. Et que en plus, c'est la boxe, c'est un héritage familial. Parce que son père en faisait, son grand-père en faisait, là. Sa grand-mère en faisait. Ah non, sa grand-mère en faisait autre chose. Et en fait, pendant un cours de boxe, il se trouve qu'il y a la classe de, je l'ai très mal écrit, Madame Wilkinson, jouée par Julie Walters. Julie Walters, on la connaît tous. On la connaît tous, non, tout le monde la connaît. Je vais réussir à dire des mots dans le bon ordre. Pour avoir joué dans Mamma Mia et dans rien d'autre. Elle n'a pas joué dans une grande saga adaptant des livres écrits par une saloperie de turf de merde, j'emmerde J.K. Rowling. Je vois pas de qui vous parlez. Ah, Seigneur des Anneaux. Elle joue pas la mère du rouquin qui est le meilleur ami. Et donc il découvre, parce que cette femme-là arrive dans le stade communal avec son cours de ballet. Donc pour des jeunes enfants qui ont tous pareil le même âge, à peu près le même âge que Billy, donc on est dans les 11-12 ans. Et en fait, il va petit à petit s'y intéresser. Elle va sentir que non seulement il s'y intéresse, mais en plus il a quand même un petit don. Donc il va en secret, parce que le ballet c'est pas pour les garçons, suivre des cours de danse. Voilà le contexte de l'histoire. Ah oui, et puis petite surprise, je me suis rendu compte de tiens, est-ce que c'est vrai, et j'ai vérifié, c'est vrai. Le père de Billy Elliot, Jackie Elliot, joué par Gary Lewis,
J'en avais déjà parlé dans un autre Cinéma In, quand on parlait de film de Noël. Parce qu'il est dans Joyeux Noël. Oui. Il joue le brancardier écossais. Oui. Pourquoi parler de ce film en particulier ? Bah justement parce que en fait il y a ce côté se trouver dans un truc où la société, ou en tout cas ta famille, te dit que t'es pas censé te trouver là-dedans. Il y a tout en fond aussi, il y a de toute façon la lutte face à Thatcher, face à la situation de la grève. Il y a du coup tout ce côté alors c'est un peu plus comment dire saupoudré que dans mes souvenirs, mais quand je l'ai revu j'ai fait c'est quand même un peu là. Il y a ce côté du coup où, vu qu'il a 11 ans et que les hormones commencent à venir à cet âge-là, il y a l'interrogation sur sa sexualité. Surtout via une de ses copines du cours de ballet, qui est en plus la fille de la prof, et son meilleur ami, qui lui, plus il a de scène, plus on te le dit qu'il est gay. Ouais. On n'utilise pas le mot, mais on te le montre bien comme il faut. Il préfère les garçons, c'est surtout à la fin, tu le vois, voilà. Mais oui, c'est-à-dire que il va dans ses conversations avec Billy, tu sens clairement que le gamin il est comme ça et que lui il l'a un peu admis dans sa tête. En plus c'est un message que je t'ai envoyé, j'ai fait tiens c'est 2 fois que Jimmy Bell il joue le meilleur ami d'un homosexuel, que l'homosexuel il tente un truc, il lui dit non mais on reste potes. Moi ça m'intéresse pas mais on reste potes. Et j'ai fait carrière intéressante, c'est genre bon 2 fois cette situation là c'est cool. En fait voilà on a tout ce contexte qui rend le truc intéressant, parce que il n'y a pas que l'histoire de je fais du ballet mais faut pas que ma famille sache. Il y a aussi le fait que il va travailler dur là-dedans, ça va, et là je pense que on voit un peu le squelette se former, ça va l'amener à un moment, il y a l'énorme concours qui va faire que potentiellement tu vas faire du ballet à Londres, donc faut que tu te prépares à ça. Il y a sa relation avec du coup la prof. Est-ce que ça va devenir sa mère de substitution ou pas vraiment? Le conflit avec son père, parce que... allez, le seul spoiler que je me permets, à un moment il va le découvrir quand même. Vous verrez sa réaction en regardant le film. Et du coup voilà, comment sa famille va réagir à ça. Il y a aussi son frère aussi qui... Oui, du coup son frère aussi découvre le truc, parce que le père il le garde pas pour lui, mais du coup il y a... Déjà, première partie de je cache un peu ma famille, et une fois qu'ils ont découvert comment ils gèrent le truc. Non, et puis oui, il y a ça, il y a après le truc le fait que en fait, on nous montre vraiment qu'il y a un gamin qui grandit et un gamin qui trouve sa voie. Et je trouve que de toute façon, les films sur pré-ado, adolescents les plus intéressants sont des trucs vraiment qui te parlent du fait de grandir. Oui. De se découvrir quoi en fait. De se découvrir. Et il y a une évolution derrière en fait. Il y a une évolution derrière. Et du coup voilà, c'est ce qui peut être un peu dommage, c'est de se dire finalement on nous parle pas trop, vu que c'est le mois des fiertés, on parle pas vraiment d'homosexualité. Et en fait j'ai pensé à un film qui mélange et Thatcher et l'homosexualité. Oui, j'ai quand même ramené un film. Voici Pride. Ah oui. Qui parle littéralement d'une association LGBT+, qui a filé du pognon à des mineurs pendant la grève de Thatcher. D'où le lien. Tout est lié. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en plus, je trouve que déjà c'est 2 très bons films, et en plus pour voir un peu le point de vue pro syndicat des mineurs, pro gauche, sur Thatcher, c'est très intéressant. Contrairement au film La Dame de Fer, où elle est jouée par Meryl Streep, au final on ne montre pas grand chose, et je trouve ça dommage. On montre pas les conséquences qu'elle fait réellement, en fait, concrètement. Oui. Ses décisions et les conséquences qu'elle a derrière. Je suppose que tu as vu Billy Elliot, tu connais? Très longtemps. Très longtemps. Moi, dire quand même à quel point c'est très lié à ma construction politique,
Billy Elliot, je l'ai vu en projection, mais à la fête de lutte ouvrière. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Bah, bizarrement, lutte ouvrière, ils voient un film sur les mineurs à l'époque de Thatcher, ils aiment bien. Oui. C'est pas le thème principal, mais quand même, ça parle d'un peu du truc. Oui. En fait, il y a Il ça. y a tout un moment ultra dramatique. Parce que bon, revenons 2 secondes sur la grève, le principe de la grève quand même, c'est que faut que tu restes en grève parce que sinon, t'es pas vraiment du syndicat, donc t'es pas vraiment un camarade. D'où le fait que les syndicats se faisaient traiter de communistes. Il y a plein de petites scènes où en fait, quand les mecs sont au piquet, sont vraiment en train de faire la grève, les lois qui ont été mises en place avant que la grève se déclenche, parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, les fumiers, disaient qu'ils n'avaient pas le droit d'être sur la route, parce qu'ils n'ont pas le droit de bloquer les passages. Oui. Donc en fait, les mecs sont sur le bas-côté, et il y a les bus de mineurs qui passent, et en gros, ils leur jettent des œufs, ils les insultent et machin. Et il y a une scène ultra dramatique où le père envisage d'arrêter la grève. Et donc t'as un moment ultra dramatique entre le père et le plus grand fils. Et en fait, c'est vraiment ce moment-là, en le revoyant, j'ai fait ce film est très de gauche, oui. Oui. Parce que les mecs disent non, tu peux pas ne plus faire la grève, alors faut qu'on se batte, machin. J'ai fait c'est beau, dans le contexte du film, vous comprendrez pourquoi, et machin, c'est beau aussi. Et alors c'est vrai que politiquement, tu fais ça se place en mode non, c'est vraiment c'est les pires raclures, les gars. Bah, tu sais, c'est comme. Enfin, ça se passe pas à la même époque, mais je pense à ces films britanniques qui ont une conscience très forte politique, mine de rien. Je pense à The Full Monty. Oui. The Full Monty, Bah, oui, il y a un c'est- contexte dur, mine de rien. Parce qu'en fait, on suit des personnes. Enfin, il y en a un qui travaille pas, il est au chômage. Bah, il pointe pratiquement tous au chômage. C'est-à-dire en fait. À Pôle emploi. le seul qui était pas au chômage, je crois qu'il se fait virer pendant le film, enfin Oui. un truc comme ça, donc Oui. Et autre film excellent derrière, bah bon, qui n'est pas dans la même thématique. oui, même si... il n'y a pas d'enfant dans Full Monty, Voilà. heureusement. Si, il y en a un. Il y a le fils. Oui, il y a le fils. Il y a le fils. Oui, il y a le fils. Oui, mais c'est pas le gars principal, quoi. Non. C'est Non. c'est le héros principal lutte pour avoir toujours accès à son fils parce que visite le Mais machin. il y a une conscience politique, mine Oui, de bah rien. Il y a quelque chose de fort en fait. C'est l'environnement en fait qui est extrêmement fort, mine de rien. Moi, j'ai un excellent souvenir de Billy Elliot. On peut saluer. Enfin, moi, ce qui j'ai retenu, c'est la performance du comédien, qui est juste. Enfin, ses performances physiques en tant que danseur, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais je crois qu'il ne vient pas de nulle part non plus. Je crois qu'il a fait. Il était danseur de base, je crois, un truc dans le genre. Oui. Donc mais c'est un excellent film. C'est un excellent film. Pride, j'ai jamais vu. Pride, Jamais vu. c'est très beau aussi. Mais ouais. Et on peut le trouver facilement, DVD, Billy Elliot, oui, ça se trouve. Du coup, ça peut se trouver sur alors attendez, je l'ai pas noté, mais j'avais en tête. Sur la plateforme Canal+, sur Mubi Ah oui, ok. aussi. Voilà, mais ça se trouve sur des plateformes. Oui, et puis en DVD, ça c'est. En DVD, ça je va, pense que- c'est pas. Ouais, dans des caches ou ce genre de choses, on peut retrouver pour pas trop cher. Et, voilà. Mais c'est ce genre de film où ouais, il y a une grosse conscience politique extrêmement forte. Oui, c'est un film de gauche, très clairement. Oui, bah oui. Voilà. Comme The Full Monty, d'une certaine manière aussi. Et du coup, c'est ça qui est beau qui est intéressant du coup, c'est que là, justement, on met un enfant en plein développement dans une période ultra dure. Et que du coup, on va voir que même du coup, voilà, ce dans quoi il s'épanouit, ça va le reconfronter à la dureté du reste. Oui. Et tout en. D'autant que dans les années 80, parce que comme tu faisais le rapport aussi avec la construction par rapport à l'homosexualité et tout ça. Oui. C'est vrai qu'en plus, du coup, à cette époque, il y avait la panique du VIH, Ouais. qui est un peu plus abordée dans Pride, où il y a un peu plus d'homosexuels, donc ça parle un peu plus d'homosexualité, bizarrement. Mais du coup, ouais, dans Pride, ils parlent aussi du fait que, bah oui, il y a le début le sida, c'est la faute des gays. Oui. Ouais. Et ce genre de C'était bêtises. carrément appelé le cancer des gays, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi le film aborde Billy Elliot, je reviens dessus.
il aborde aussi ce côté ton milieu social ne définit pas ton avenir forcément. Oui. Il a que le gamin a le choix, soit il fait comme son père en fait d'une certaine manière, c'est la boxe, ça se trouve il travaillera dans la même usine. Oui, il suit le chemin tout tracé. Tu sais, voilà, c'est un chemin tout tracé et en fait il a une autre opportunité qui lui ressemble le plus en fait. Et en fait c'est cette émancipation là aussi qu'aborde le film, tu n'es pas obligé de suivre la ligne tracée de tes aînés. Et moi ça me fait marrer, c'est ce principe, la boxe c'est pour les mecs, la danse c'est pour les filles. Jean-Claude Van Damme il pense autrement. Hein. Vous connaissez Iman Khalif? Oui. Ouais. Puis Jean-Claude Van Damme il a dit que la danse c'était le sport le plus difficile qu'il ait fait. Il peut se permettre, il était quand même danseur à un haut niveau. Il a dit si tu survis à un entraînement de danse classique, tu peux survivre à n'importe quel sport derrière. Ouais, tu m'étonnes. Et surtout aussi, c'est que ça parle aussi des stéréotypes. Oui, bah oui. Voilà. C'est la boxe pour les garçons et la danse pour les filles. Puis aussi le jugement assez sévère, une division très c'est comme ça et pas autrement. C'est un grand petit film ça. Si t'es un véritable danseur, t'as qu'à nous montrer ce que tu sais faire. Combien est-ce que ça va nous coûter, ça? Dis donc, t'es vraiment obligé de faire ça? Face au choix de Kevin, et là on va remonter le temps. Nous sommes en 86. Vite Marty, dans la DeLorean. Nous sommes en 86 et tu vas parler d'un film très important, mine de rien. Tout à fait, je vais parler d'un film qui s'appelle Maniac Cop. Ah non. Non, c'est pas la même, il n'y a pas d'enfant. Alors bon, bref, c'était une blague évidemment. Ce serait bizarre. Non, je vais vous parler d'un film extrêmement connu que je n'ai pas en Blu-ray, donc je vais faire semblant. Hein. Imaginez qu'il y a le Blu-ray là. Je mettrai l'affiche là-haut. Oui, voilà. Là. Je vais parler de Stand By Me. It happened in the summer of 1959. A long time ago. Oh man, where do you hear this? Where do you hear this? What is it, man? You guys want to go see a dead body? Tu sais que Will Wheaton il en a marre. Tu m'étonnes. Will Wheaton n'arrête pas de lui jouer et des fois vraiment il fait des postes de putain jouez-moi autre chose par pitié, j'étais dans Star Trek merde. Donc, Tu joues Star Trek mais à la contrebasse le mec fait m'avait niqué. Donc Stand By Me, alors c'est un film réalisé par le regretté, parce que maintenant il nous a quitté en décembre, Rob Reiner, qui est connu pour Spinal Tap, Quand Harry rencontre Sally, Princess Bride, Misery et j'en passe. Il a fait de très grands films. Ouais. J'en passe, c'est lui. J'en passe. J'en passe, c'est le deuxième des meilleurs. Et j'en passe. Non, j'essaie même ses parents les deux mots, ça marche pas en fait. Donc c'est avec, en fait, ça suit l'histoire de quoi ça partit donc en fait. Ouais. Et ben, en fait, ça parle de 4 gamins. Donc nous avons Gordy Lachance, nous avons Chris Chambers, nous avons Teddy Duchamp et Vern Tessio qui en 1959, âgés de 12-13 ans, vont partir dans une espèce de petite randonnée pour découvrir un cadavre. Et cette randonnée va être l'occasion aussi, surtout pour 2 d'entre eux, de faire une sorte d'introspection en fait. Oui, j'utilise des mots un peu savants. C'est impressionnant, je sais. Ouais. Une certaine petite introspection et une découverte d'eux-mêmes et une réflexion sur ce qu'ils sont et sur leur avenir. Sur la vie en gros. Sur ce qu'ils veulent être en fait. Et c'est un excellent film. C'est adapté d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Le Corps, The Body en VO. Et voilà, ça se passe
C'est avec Will Wheaton que, comme tu l'as cité, je sais pas si ça va être au montage, mais tu l'as cité tout à l'heure, il a joué dans Star Trek, la nouvelle génération, et que beaucoup de fans aussi de la série Big Bang Theory connaissent, puisque c'est l'ennemi de Sheldon dans Big Bang Theory. Oui, c'est bon. Nous avons Et si tu veux encore plus niche, il a été invité par Critical Role pour des campagnes one shot et on a découvert qu'il savait pas jeter le dé au-dessus de 3. Il faisait que des 1, des 2 ou des 3. Et vraiment, le mec disait je suis désolé, ça arrive comme ça. Et puis même au joueur à côté de lui, il a dit non, tu vas voir, ça englobe un peu. Et le joueur à côté de lui, et puis après il jette, il fait mais non, 5. Ah, j'ai jamais fait si bas quand même. Il fait tu fais plus haut que moi. Nous avons aussi River Phoenix, que les gens aujourd'hui connaissent surtout parce que c'est le frère de Joaquin Phoenix. Putain, au niveau genre regretté. Ouais. Qui a été, parce qu'on va remettre un peu le contexte, qui a une début de carrière fulgurante, ouais. Qui a joué le jeune Andy dans... C'est ce que j'allais dire. Et qui a comme... Qui était un excellent oui, comédien, qui était considéré comme le nouvel espoir d'Hollywood. Ouais. Il a aussi joué dans Explorers de Joe Dante, dans Mosquito Coast, ce qui lui a valu le rôle d'ailleurs du jeune Indy. Dans My Own Private Idaho avec Keanu Reeves, qui était son meilleur ami. Et malheureusement, voilà, il est décédé en 93 d'une overdose. Ouais. Et son frère, qui est plus connu maintenant, ouais. Qui est que j'ai cité, Joaquin Phoenix. Ouais. Nous avons aussi Corey Feldman, donc, lui qui était vraiment un enfant star à l'époque, qui n'a pas eu une grande carrière parce que malheureusement il y a eu des problèmes d'addiction et malheureusement des problèmes, je sais pas comment le dire, mais d'ordre d'agression. Mais il a subi des agressions sexuelles, voilà. Je sais pas comment le dire en fait. Avec son meilleur ami qui était un autre enfant star qui lui malheureusement s'est suicidé, je crois. Il me semble, où il était malade. Corey Feldman, il est plus connu pour les Goonies. Oui, qu'on a aussi vu dans Gremlins, puisqu'il joue dans Gremlins. Il joue dans Génération Perdue. Oui, avec Kiefer Sutherland, qui joue aussi dans Stand By Me. Ouais. Il a joué aussi dans l'un des films les plus intéressants de Joe Dante. Les Banlieusards. Excusez-moi, où il donne un réplique à Tom Hanks, c'est Carrie Fisher. Qui est un film très intéressant. J'aime moins la fin, mais très intéressant. Et on a aussi pour le quatrième gamin, nous avons Jerry O'Connell, qui a joué dans Jerry Maguire, Scream 2, qui a joué dans... Qui joue le frère de Sheldon dans Big Bang Theory. Ils ont fait un tonne en commun avec Will Wheaton. Mais qui est aussi connu surtout pour les fans de série, pour la série Sliders, qui passait sur M6. Oui. Avec Jim Lee dedans. Oui. Et nous avons aussi d'autres acteurs comme Kiefer Sutherland, John Cusack et Richard Dreyfuss. Des grands noms, mine de rien. Ouais, du beau monde. Donc, alors, comment on en est arrivé à faire ce film-là ? Eh ben, on est arrivé au fait que deux associés scénaristes ont découvert le recueil, les différentes saisons de Stephen King, où il y avait la nouvelle, qui est un recueil regroupant plusieurs nouvelles qui ne sont pas dans l'ordre de l'horreur, enfin, qui sont pas fantastiques horreur en fait, sauf un apparemment. Un recueil où se trouve aussi la nouvelle The Shawshank Redemption, enfin Rita Hayworth and The Shawshank Redemption, donc Les Évadés. Oui. Et ils ont découvert cette nouvelle et ils ont voulu l'adapter. Ils ont contacté l'agent de Stephen King, qui leur a dit clairement que c'est l'agent qui a dit ça, c'est pas Stephen King, que King demandait $100 000 pour les droits, plus 10% des bénéfices bruts du film. Ce qui fait quand même... ça fait pas mal, Ce qui fait quand même beaucoup pour un film qui n'est pas encore fait. Et il faut savoir, c'est qu'en fait, ce n'était pas Rob Reiner qui était à la base prévu pour réaliser le film. C'était qui ? C'était Adrian Lyne. D'accord. Okay. Qui est connu surtout pour Flashdance et L'échelle de Jacob. Ouais, son meilleur film et son plus grand film restera L'échelle de Jacob, enfin, pour moi. Et en fait, il voulait absolument
ce réalisateur-là, parce qu'il il sortait de Flashdance, tout ça. Et il leur fallait un réalisateur assez connu parce que il pouvait pas se permettre. Le truc, c'est qu'il pouvait pas avoir de grandes têtes d'affiche dans les rôles principaux. Il fallait un réalisateur de renom, quelqu'un qui a sorti. Oui, Flashdance, c'était un bon succès. Et comme du coup, Adrian Lyne était en vue, quoi, parce que Flashdance avait été un succès. Sauf que il était pour, il avait même commencé à travailler dessus. Sauf que après Flashdance, il a fait un autre film qui s'appelle 9 semaines et demie, et juste après, il voulait prendre des vacances. Et pas des petites, il voulait prendre 6 mois de vacances. Ah, je croyais qu'il allait prendre 9 semaines et demie. Ça depuis. C'est vrai que oui, c'est lui qui a fait 9 semaines et demie, autre gros succès des années 80, c'est vrai. Et du coup, comme les scénaristes qui étaient aussi producteurs sur le film voulaient absolument le tourner maintenant. Le tourner très rapidement parce que la nouvelle était un succès, donc il fallait, comme on dit, battre le fer tant qu'il est chaud. Donc ils ont cherché un autre réalisateur et c'est tombé sur Rob Reiner, qui lui était intéressé parce que le personnage de Gordy Lachance, donc joué par Will Wheaton, il s'identifiait à lui par rapport au fait que dans le film, Gordy est un peu un enfant invisible aux yeux de son père qui préférait clairement son grand frère. Ouais, ok. Ouais. Et Rob Reiner, lui, il s'est attaché parce que Rob Reiner, c'est aussi le fils d'un acteur, réalisateur, scénariste qui s'appelle Carl Reiner, qui a joué entre autres plus récemment dans la trilogie Ocean's 11. Ah oui, ok, ouais. Entre autres, après il a fait beaucoup plus de choses, mais je peux pas tout citer. Et du coup, en fait, ils ont retravaillé un peu le scénario parce que au début, chaque personnage les 4 personnages avaient vraiment tous les 4 étaient sur un pied d'égalité. Rob Reiner a voulu vraiment se concentrer sur un personnage en particulier. Donc ils ont fait quelques ajustements du scénario et ils ont tourné. Rob Reiner avait des techniques assez particulières. Déjà, pour créer un sentiment de camaraderie, il a réuni les gamins 2 semaines avant le tournage pour pouvoir créer des liens avec des jeux de confiance et des trucs comme ça. Et le film devait être produit par Embassy Pictures, qui a fait entre autres j'ai pas mis ce qu'ils avaient fait, mais bon, ils ont fait pas mal. C'est une petite société, mais quand même petite parmi les grandes en gros. D'accord. C'est un peu comme Carolco à l'époque. Ouais, mais c'était pas dans le même style en vrai. D'accord. Affiche au pif d'un truc qu'ils ont fait. Mort sur le grill. Ok, d'accord. Mais bon, ça n'a pas été une bonne expérience, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Non, mais je trouve, ouais. Et en fait, le problème c'est que Embassy Pictures a été racheté par Coca-Cola. Ouais. Et du coup, ils ont décidé de ne plus financer le film à 2 jours du tournage. Oh bah dis donc. Mais fort heureusement pour Rob Reiner... Pepsi s'est réveillé, non. Non, pas du tout. Fort heureusement pour Rob Reiner, il y a l'un des propriétaires d'Embassy Pictures avant le rachat est un producteur qui s'appelle Norman Lear qui avait travaillé avec Rob Reiner sur une série télé quand Rob Reiner se lançait en tant que comédien à la base. Oui. Et du coup, comme il croyait vraiment au projet, il a financé lui-même les 8 millions qui ont servi au budget. Oh mais d'accord, oh la vache. Ce qui a fait qu'ils ont pu tourner le film. Il est confiant le producteur. Oui. Et voilà, il est très copain quoi, c'est vraiment le copain qui a oui, mais le producteur connaissait très bien Rob Reiner et en plus il aimait beaucoup le sujet du film. Donc, ouais, mais il y croyait vraiment. Il y croyait à juste titre parce que le film fait tous ces gens qui aiment les enfants mais de manière saine. Oui, voilà. Voilà, pardon. Rob Reiner, c'est un exemple de quelqu'un qui aimait les enfants de manière saine. Oui. Parce qu'il essayait vraiment de garder un environnement le plus sain possible, même si bon, il y a eu quelques petits soucis, notamment les disputes entre les enfants stars, parce que voilà, c'est des enfants, ils ont des égos et tout ça, donc forcément, tu peux pas forcément bien t'entendre tout le temps. C'est surtout les enfants qui avaient déjà tourné avant. Je pense à Corey Feldman qui avait qui avait quand même tourné, qui avait tourné limite pour Spielberg, mine de rien. Les Goonies, ils jouent dedans quand même. En plus, il sortait aussi de. C'était à peu près la même période. Il a fait aussi Génération perdue. C'était après. Donc, mine de rien, Corey Feldman avait un ego, commençait à avoir un ego surdimensionné.
Je vous invite à découvrir Corey Feldman qui chante, vous allez rire. Et du coup, le tournage, il y a quelques petites anecdotes sur comment certaines scènes ont été faites, ce qui est assez intéressant parce que ça montre aussi le talent des jeunes acteurs et le talent de directeur d'acteur de Rob Reiner. Notamment la scène, je pense que si vous avez vu le film, vous connaissez la scène du train, où les personnages marchent sur un pont qui sert en fait de voie de chemin de fer pour un train. Et t'as le train qui passe juste derrière. Le personnage de Gordy et de Verne était à 2 doigts de se faire renverser par le train dans le film. Et en fait, Rob Reiner voyait que Will Wheaton et puis Jerry O'Connell n'avaient pas assez peur, en fait, ça se retranscrivait pas. Donc ce qu'il a fait, bon, c'est pas forcément la meilleure des méthodes, mais il leur a crié dessus en leur disant qu'il faisait perdre du temps à toute l'équipe. Ce qui a fait que les gamins se sentaient mal et ont commencé vraiment à pleurer. Après, il a sorti une arme à feu. Non, non, ça c'est pas William Friedkin. Et puis voilà, après il a eu la réaction il a eu la réaction qu'il voulait, mais après, juste après, dès qu'ils ont coupé, il est allé les voir, il les a réconfortés, il s'est excusé. Oui. Donc, et ce qui est aussi intéressant d'ailleurs, est-ce que vous savez comment elle a été faite cette scène du train justement ou pas ? Non. Parce que moi, en revoyant le film, je me suis dit en fait ils sont sur une projection, donc en fait il n'y a pas de train. Ouais. Mais en fait si, il y a vraiment un train. Sauf qu'en fait il était assez éloigné, mais ça se voit pas parce qu'en fait il a utilisé un objectif très très longue focale, 600 mm je crois. Oui, il a joué sur la donnait distance. l'impression que le train était très près alors qu'en fait non. Donc, en fait, ils avaient pas assez peur, quoi. C'est que eux, ils voyaient qu'il était loin. Ouais. Oui, ça paraît. Alors que t'aurais mis le train à côté. Ah là, ils ont eu. Ouais, là, tu les fais chialer, les mômes. Pardon. Pleure. Faut pas que je sois réalisateur. Il y a aussi une scène où River Phoenix, son personnage craque en fait et se confie vraiment. Ouais. Et en fait, Rob Reiner était plutôt satisfait des premières prises, mais il pensait que River Phoenix pouvait aller encore plus loin. Donc il a demandé à River Phoenix de penser à un souvenir d'un adulte qui l'aurait déçu. D'accord. Ce qui a fait que. Pense à ton père. Ce qui a fait que River Phoenix a vraiment craqué et puis du coup ça. D'où la scène qui est très puissante. Qui d'ailleurs n'était pas à la base dans le scénario, ça a été écrit par Rob Reiner. D'accord. Ouais. Il a rajouté des choses. Ouais. Et pourquoi j'ai voulu parler de ce film-là ? Tout simplement parce que je trouve que c'est un film qui est, comme on dit, un coming of age movie, donc je sais pas trop, on pourrait traduire ça par peut-être film du passage de l'enfance à l'adolescence, voire l'âge adulte. Ou en gros film de la maturité, je pense qu'on pourrait traduire ça comme ça. Ou de maturation, et c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, ouais. Ça fait penser à de l'alcool qui est en train de macérer. Plutôt, des films. Je crois, film de la maturité, ça me fait encore une fois penser à un gars qui fait son chat au pantin, genre si Kev Adams faisait un drame d'un coup, et que les gens disaient c'est film de la maturité parce qu'il a arrêté de faire des comédies, tu fais ta gueule. Non, plutôt. Parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent de coming of age. De la croissance. Ouais, de l'évolution. C'est vrai que les personnages vont évoluer. Et c'est aussi prise de conscience aspect que j'aime beaucoup parce que le film on n'a pas adultage comme non, adultage. Bonjour, je fais un film d'adultage. On a le doutage, mais pas l'adultage. Le doutage. Et enfin, j'aime beaucoup ce film parce que déjà il est extrêmement bien écrit. Tu sens l'aspect, parce que c'est clairement le cas, c'est l'aspect autobiographique de Stephen King. Parce que le personnage de Gordy Lachance est clairement inspiré de lui. D'ailleurs, le film est narré par Richard Dreyfuss, qui est crédité en tant que l'écrivain. On comprend tout de suite que c'est Gordy en fait, mais adulte. Dieu, le grand écrivain cosmique. Je comprends pas en fait pourquoi il est crédité en tant que l'écrivain, alors clairement c'est même pas un secret. C'est même pas un secret, ouais. C'est Gordy adulte en fait. C'est un. Qui est devenu écrivain.
qui se remémore ça parce qu'en fait on apprend un truc au début et qui fait qu'il se souvient de cette période-là. Et mais justement, vu que c'est un truc sur l'évolution, c'est l'écrivain qui se souvient quand il n'était pas encore l'écrivain. Presque, parce qu'en fait, Gordy, déjà, en fait, on dit clairement que lui, il veut être écrivain, il a cette vocation-là, il invente des histoires, dont notamment une histoire avec un concours de tartes, de manger de tartes, qui se finit d'une certaine manière, mais je ne veux pas en dire plus, je laisse la surprise. Scène qui a failli être coupée parce que Rob Reiner pensait que ça allait être un peu trop pour le jeune public, mais sur les projections test, quand il a vu que tout le monde riait à cette scène-là, il a fini par la garder. Et du coup, en fait, d'où cet aspect un peu autobiographique de Stephen King, qui est écrivain, du coup, parce que c'est un peu son métier, et qui a dit que même le personnage de River Phoenix était inspiré de son meilleur ami de l'époque. Ouais, en fait, c'est Stephen King, au niveau de ses écrits, il revient à son enfance d'une certaine manière. Oui, parce que même la scène du train, je crois que c'est inspiré d'un souvenir de Stephen King qui s'est pas aussi bien fini par contre, dans la vraie vie. Et parce que bon, Stephen King en a vu des trucs quand il était gamin, c'est qu'il a pas mal inspiré pour certains films, certains romans qui ont été ensuite adaptés. Et enfin, j'aime beaucoup ce film-là vraiment parce qu'il y a ce côté un peu introspection, il y a ce côté, voilà, on se révèle, on sort des trucs qu'on n'ose pas sortir devant d'autres personnes. Et là, quand on a l'occasion d'être soi-même, on peut les sortir et c'est un truc qui, personnellement, moi, me touche à certains niveaux parce que je pense qu'on est tous comme ça, on a tous eu des trucs, des rêves, des envies qu'on n'osait pas forcément dire par peur du jugement d'autres personnes. Parce que d'autres personnes vont dire mais c'est pas un truc viable en fait, tout ça, enfin on va te dire que c'est impossible alors que non en fait jamais laisser personne dire que quoi que ce soit est impossible. Ou alors tu les laisses dire et tu leur prouves que c'est possible. Et j'aime beaucoup vraiment aussi déjà j'aime beaucoup l'aspect narration parce que ça fait un peu conte et moi j'aime bien tout ce qui est un peu conte, vraiment un peu histoire autour du feu, comme j'ai envie de dire. Moi, ce que je retiens surtout du film, c'est parce que si mes souvenirs sont bons, c'est qu'à la fin, on voit pas, mais on nous explique ce que devient chaque enfant. Ouais. Et qui est devenu un gros trope. Ça m'a marqué. Ce n'est pas la même chose que dans le livre apparemment, parce que je me suis renseigné, j'ai pas lu le livre, mais je me suis un peu renseigné dessus. Et voilà, ce film reprend vraiment le passage de l'innocence à presque à l'âge adulte, parce que c'est un peu le monomythe aussi, parce qu'ils partent de leur ville de Castle Rock, qui est une ville fictive qui est dans l'Oregon, là, dans le film. Dans le Maine, dans le livre, mais dans l'Oregon, dans le film. Oui. Castle Rock, qui ensuite est devenue la société de production de Rob Reiner. Ah, ça m'a vraiment marqué, ce film. Oui. Ah bah c'est simple, Rob Reiner dit clairement que c'est son meilleur film. Pour lui. Ouais, c'est dur. Hein. Parce qu'il a fait tellement de bons films, c'est dur. C'est dur. Rob Reiner, avec tout le respect que je vous dois, tais-toi, Princess Bride, quoi, c'est bon, tu peux pas. Spinal Tap. Spinal Tap, c'est sympa, mais je trouve pas ça. Princess Bride, il l'a fait juste après derrière. Ouais. Je crois même qu'il commençait à travailler dessus pendant il y a quand Harry rencontre Sally, enfin... Oui. Après, pour lui, c'est peut-être... Oui, c'est très beau dans son histoire personnelle, parce que c'est le moment où il a rencontré sa femme, et que du coup, il a voulu changer la fin et tout, mais... Et Harry rencontre Sally, oui, c'est un très bon film, mais est-ce que tu me dis, tu peux montrer un seul Rob Reiner à quelqu'un, si je saute sur Princess Bride, en fait. Princess Bride, ouais. Et après, Spinal Tap. Non, après on te tue. C'est mon jeu, c'est moi qui décide. Tu montres un seul Rob Reiner et après tu meurs. Et aussi, parce qu'il faut expliquer un petit peu, c'est que le film s'appelle Stand By Me parce que le sens de la chanson. Alors c'est pas par rapport à ça. En fait, le truc c'est que il y a une histoire aussi par rapport à ça, c'est que normalement le film devait s'appeler comme le roman The Body, sauf que Columbia Pictures qui a récupéré le film pour le distribuer, parce que comme du coup c'était un producteur seul qui a financé le film, ils ne pouvaient pas le distribuer. Donc ils ont
ils ont eu Columbia qui ont vu le film et qui ont dit ok, on va le distribuer. Mais ils se sont dit ok, le film s'appelle The Body, mais le truc c'est que comme c'est une nouvelle de Stephen King et que ça s'appelle The Body, les gens vont penser que c'est un film d'horreur. Ce qui paraît logique. Donc ils se sont dit ok, il nous faut un autre titre. Et après on a deux sons de cloche. On a Rob Reiner qui dit que c'est lui qui a trouvé le titre et que d'après les scénaristes c'était le moins impopulaire parce qu'ils avaient proposé plusieurs titres. Et t'as Kiefer Sutherland qui dit que c'est moi. Rob Reiner a eu l'idée parce que en fait il apprenait je crois qu'il apprenait soit à River Phoenix soit à Corey Feldman, je sais plus, à jouer de la guitare et il s'était mis à jouer Stand By Me en fait. Ouais, alors ça c'est un petit peu ouais, on a eu ça, c'était magique, ouais, voilà. Alors moi j'ai une autre son de cloche, pour le coup, c'est plus en phase avec le choix le fait que ce soit Rob Reiner qui ait eu l'idée de ça. Pourquoi ? Parce que le film se passe dans les années 50. En 59, oui. 59, c'est la date de la sortie de la chanson Stand By Me en fait. Et pour raccorder. Mais en fait, la prod et les distributeurs ont demandé, et ça a été fait malheureusement. J'ai cru qu'on a frappé. C'est moi qui fais ça sur le ouais, pardon. Et la prod en fait et les distributeurs en Colombia a contacté Michael Jackson pour qu'il enregistre Stand By Me. J'allais le dire en fait. Merci de m'avoir coupé. Pardon, excuse-moi. Donc oui, tu allais le dire. Et malheureusement non, ils ont préféré utiliser la version originale. Moi j'avais lu justement que c'était Michael Jackson qui avait dit que non, qu'il fallait garder l'original parce que... Alors moi je peux te le dire, il l'a fait. Il l'a enregistré. Cette mamie l'a enregistré. Mais en fait c'est Sony Music qui à l'époque, à chaque fois que Michael était lié à un film, Sony Music bloquait. Mais je peux te dire que Michael a enregistré Stand By Me. Je vais l'entendre. Un voyage initiatique. Ouais, c'est clairement un voyage initiatique. Sur l'amitié aussi. Oui. C'est un film sur l'amitié. Hein. Peut-être l'un des plus beaux. Sur l'amitié. Je suis totalement d'accord. Je pense que la première fois que je l'ai vu, j'ai fini en larmes. Ah oui, moi aussi. J'étais touché. J'étais... Clairement, moi aussi, je l'avoue, j'étais touché par ouais. C'est ce voyage initiatique qui justement va déterminer ce qu'ils seront par la suite. Ouais. Et tu te rends compte que... Comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un voyage et à la fin son rond. J'ai chaud. Ouais, mais on a pas dit parce qu'on a chaud aussi en fait. T'as chaud, mais même quand t'as pas chaud, tu fais quand même du comme ça. Hein. J'ai tout le temps chaud, tu sais pas. Mais ouais, c'est un... Le film a été un succès, puis parce que oui, il est un budget culte surtout. Oui, totalement. Elle est considérée aussi comme l'une des meilleures adaptations de King. Oui, d'ailleurs Stephen King a dit à l'époque en tout cas que c'était la meilleure adaptation d'un de ses livres. Bon, après il y a eu les Évadés et puis il y a eu les Évadés, et Misery. Misery aussi. Oui, c'est grâce c'est parce que Rob Reiner avait fait Stand By Me que Stephen King avait adoré Stand By Me que Rob Reiner a fait Misery derrière. Ouais. Il a eu raison. En plus, c'est là aussi que tu vois le talent de Rob Reiner, parce que Misery, Stand By Me et même Princess Bride, c'est pas du tout le même style. Ah non, mais il a toujours tenté de faire des films totalement différents. Ah oui, c'est beau à voir. Tu regardes Spinal Tap, c'est un documentaire. Ouais. Très drôle. Stand By Me, c'est un drame. C'est un drame, ouais. Princess Bride, c'est de la fantaisie. C'est un conte fantaisiste, ouais. Un peu drôle. Misery, c'est un thriller. C'est un thriller. Ouais. Récemment, genre, je me suis rappelé d'un film que j'avais vu et genre je l'ai ajouté sur ma liste Amazon de DVD à acheter. Et après j'ai fait, c'est qui déjà ? Et j'ai vu Rob Reiner, j'ai fait, putain ouais, il fait vraiment tout. C'est Bucket List. Oui. Parce que vraiment, je me suis souvenu que j'avais vu ce film que j'avais adoré. J'ai fait, attends, je l'ai pas en DVD, je le note. Et après je vois marqué Rob Reiner, je fais, putain, il savait tout faire ce mec. Des hommes d'honneur aussi avec des hommes d'honneur, oui. Qui est un excellent film. Hein. Oui, il a vraiment touché à tout. Il a toujours tenté de faire quelque chose de différent. Ça, c'est ce qui est un peu dommage. C'est pour ça que sa mort est un drame. Ah oui. Et en plus, son dernier film, c'est Spinal Tap 2. Oui. Ça rajoute au drame. J'ai pas encore. Il paraît qu'il est pas bien, c'est pour ça que je dis ça. Je ne sais pas. Et enfin voilà, ça montre, ce qui est dommage parce que ça montre vraiment le talent de Rob Reiner en tant que réalisateur.
tu te dis qu'il a pas forcément été assez reconnu alors qu'il a fait des films extrêmement cultes quoi donc Oui, bah il peut se targuer d'avoir ça. Arrête Richard, s'il te plaît. Non. Je me mange les tétons. Du coup, Rob Reiner et Stephen King, ça a été vraiment une très longue histoire parce que non seulement il a fait Misery, mais en plus avec Castle Rock Productions, c'est lui qui a produit Les Évadés et La Ligne Verte. Oui, donc en fait, oui, c'est la rencontre. Oui. Stephen King, en rendant hommage à Rob Reiner suite à son décès, elle a clairement dit que c'était un très très bon ami à lui. Non, ça ne m'étonne pas, ils se sont bien trouvés. Et on peut trouver ce grand film, ce très grand film. On peut le trouver en DVD, en Blu-ray, oui, et il est aussi sur Netflix en ce moment. Ouais, bah. C'est comme ça que je l'ai revu, parce que je croyais l'avoir en DVD, mais visiblement je me suis fait un peu souvenir. Et en fait, je l'ai en VCD. Maintenant, en disque vinyle. Laserdisc. C'est Laserdisc. Laserdisc. Ouais. Non, justement, tu l'as en disque vinyle. Le truc horrible. Genre, c'est même pas la BO, c'est vraiment le film. Genre, t'as marqué les chapitres et tout, et tu fais. Je sais pas comment je vais faire. Je comprends pas ce qui se passe. Donc, en fait, il est sur Netflix en ce moment. Donc, jetez-vous dessus parce que ça fait partie des plus grands films des années 80. Oui. Et puis la musique est magnifique, quoi. Je veux dire, en plus de la musique, c'était Mamie, je veux dire. Ça me fait penser un peu. Derrière la musique, c'est Jack Nitzsche qui est un producteur de musique, mais aussi qui a fait aussi quelques BO, notamment la très très bonne BO du film Starman. Oui, elle est belle cette musique. Pardon, excusez-moi. De Jack Nitzsche. J'aime beaucoup Starman. Donc voilà, puis même la réalisation, c'est pas forcément des plans super élaborés tout ça, mais c'est des plans qui racontent quelque chose. Et comme je l'ai dit, les scènes du train, c'est des plans qui sont réfléchis et qui sont pensés aussi pour la sécurité et qui sont extrêmement inventifs dans la manière d'être fait, quoi, en fait. Oui. Bah, c'est un grand, de toute façon, on est tous d'accord pour ça dessus. Il y a des magnifiques plans, je veux dire, rien que le plan d'ouverture, moi je le trouve très très beau. Et j'aime beaucoup le plan après qu'ils aient découvert le corps où ils repartent en fait. On a des plans très contemplatifs où on les voit marcher dans les champs. Ouais. C'est juste magnifique, quoi, en fait. De toute façon, on est tous d'accord, c'est un grand royal. Oui, voilà. oui. Ça me fait penser aussi à un autre film, un peu. Qui reprend plus ou moins à peu près le même concept, mine de rien, parce que ça se termine par une chanson de l'époque. Bon. Mais un peu voyage initiatique, où l'enfant grandit un peu plus et découvre, tu sais, la vie, la mort, etc. Dernière fois pour Busan. Non. T'as cité je l'ai découvert récemment, c'est pour ça. T'as cité Macaulay Culkin, My Girl. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Je le connais, mais je l'ai pas vu. Par contre, je sais ce qui se passe. Donc là, pour le coup, c'est un drame où on suit une jeune femme, enfin une petite fille, qui va apprendre la vie d'une certaine manière. Oui. Elle vit toute seule avec son papa, qui est croque-mort, je crois, je sais plus. Ouais, c'est un peu la perte d'innocence, quoi. Ouais, voilà. Elle va devenir amie avec Macaulay Culkin, qui est un enfant avec une santé fragile. Macaulay Culkin est parfait dans le film. Et My Girl, pourquoi ? Parce que le film se termine par la chanson My Girl. Très joli petit film aussi, dans la même veine. Bon, celui-là est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux réalisé. Mais bon, voilà, dans ce film, il y a Jamie Lee Curtis et il y a Dan Aykroyd qui joue le père, en fait. Je suis en train de me dire, ça fait 2 fois qu'on évoque Macaulay Culkin, mais en même temps, c'est quand même l'enfant star des années 90. De la fin des années 80, début des années 90. J'allais dire de base, mais tu sais, dans le sens, c'est celui auquel on pense en premier. Ouais. Quand tu te dis enfant star américaine, tu fais oui, Macaulay Culkin. Enfin, les gens disent plus le gars là dans Maman j'ai raté l'avion. Bon, en même temps, Macaulay Culkin, c'est relativement dur à dire. Ouais. Mais pourtant, il y a eu des enfants stars avant. Il a vraiment marqué une génération. On les a cités, regarde, ils sont pratiquement dans le film. Ah oui, puis même avant, même dans les époques d'avant, c'est comment ça s'appelait T'as Jodie Foster qui était l'enfant star. Jodie Foster, ouais. Ah, Charlie Temple. Oui. Qui est une enfant star. Mais voilà, tu vois, mais après c'était. Elle est devenue. Julie Garland, enfin Charlie Temple est devenue quand même. Mais après, c'est des enfants qui. Comment dire, il n'y avait pas encore de droit aux enfants au niveau artistique, donc voilà. C'est quand même Macaulay Culkin, en plus des films qu'il a fait, c'est quand même celui qui a fait juste, il y a mes parents, ils me prennent tout mon pognon, faut qu'il se passe un truc juridiquement, s'il vous plaît. Ouais.
Mais je vous conseille, si vous avez l'occasion de le voir, My Girl, parce que c'est à peu près dans la même veine. Mais c'est en fait, voilà. On l'a déjà vu, ta fille, qu'est-ce que tu me dis? Ah non, oui, le film. Par contre, je pense que vous allez bien chialer aussi sur le. Ah oui, et My Girl, c'est pareil aussi. C'est à peu près dans la même veine. Bon, celui-là est beaucoup plus intéressant et mieux réalisé, faut l'avouer. Mais My Girl, c'est dans cette même veine-là. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous conseille même à vous, messieurs. I'm never gonna get out of this town, am I, Gory? You can do anything you want, man. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Et nous sommes de retour. Nous sommes de retour, Richard a évolué, il est comme les Pokémon. C'est moi, Richard. Comme les Pokémon. Richard. Non, Richard est derrière la caméra. Richard est derrière la caméra. Comment vas-tu, Julien? Ça va? Ah, fait chaud. Oui, ça va, on le sait tous. Richard, tu peux quand même parler pour être sûr que tu es bien là. Richard. Et donc on continue avec cette thématique liée aux enfants. C'est fou, j'en ai et on va remonter encore le temps. De la DeLorean. Et je vais vous parler d'un film réalisé, d'abord je vais parler de son réalisateur un petit peu. D'un film réalisé par Tobe Hooper. Et Tobe Hooper est quelqu'un de très important parce que c'est lui qui a réalisé Massacre à la tronçonneuse. Qui m'a donné envie de faire des films d'horreur spécifiquement Survivor. Voilà. Il a fait, après Massacre à la tronçonneuse, il a fait un autre film qui est très intéressant, il y a un cinéma-in dessus qui s'appelle Le Crocodile de la mort, même si le titre américain, le titre original c'est 18 Alive, qui est beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant. Manger vivant. Voilà, qui est beaucoup plus intéressant, avec dans l'un de ses premiers rôles un certain Robert Englund, donc futur Freddy. Voilà. Et en début des années 80, Tobe Hooper sort de son téléfilm Les Vampires de Salem. Oui. Excellent téléfilm. Avec l'acteur qui avait joué dans... David Soul. Avec David Soul. La série, là. Ouais, Starsky et Hutch. Ouais, ça. Ouais. Il sort de ça et surtout il fait une rencontre qui va être importante d'une certaine manière, et cette rencontre c'est avec Steven Spielberg. Voilà. Et Tu vas parler de... non, je ne vais pas parler de Poltergeist. Non. Par contre, en ce début des années 80, et tu as cité E.T., Spielberg propose à Tobe Hooper de réaliser E.T. Parce que ça ne devait pas être Spielberg qui devait faire ce film. Mais Tobe Hooper refuse. Parce qu'il y a un autre sujet qui est beaucoup plus intéressant, produit par la Universal. Et le film s'appelle Massacre dans le train fantôme. Qui aura le courage d'affronter les terreurs sans nom du train fantôme? Qui sera assez brave pour oser s'aventurer dans son univers de ténèbres et d'angoisse? Quelque chose est vivant au cœur de cette nuit. Quelque chose d'affreux, d'innommable. Quelque chose qui devrait être mort. Quelque chose qui a une forme humaine mais le faciès d'un monstre. Alors, le titre français est nul à chier. Pourquoi? Parce que c'est le même qui a fait Massacre à la tronçonneuse, autant mettre Massacre à chaque fois. Hein. Ouais. Il a fait un film sur une maison de retraite, le titre est horrible. Et en fait, le titre original c'est The Fun House. The Fun House. Je vais parler tout d'abord de la distribution, parce que la distribution est plutôt intéressante. Donc on retrouve dans ce film Elizabeth Berridge, qui est une actrice qui n'est pas très connue, qui est toute jeune dans le film, parce que c'est normal, elle incarne une ado. Mais elle joue dans un film que Richard aime beaucoup. Et quelle était-ce donc? Elle joue Constance Mozart dans Amadeus. Voilà. Effectivement. Voilà. On retrouve Cooper Hunkyby, qui est un joueur de football américain très jeune à cette époque. Il joue un ado. Bon, un ado qui fait plus de 20 ans, mais bon, c'est un ado quand même. Mais mine de rien, ce joueur de football américain a quand même joué dans, excusez du peu, Space Cowboy de Clint Eastwood. C'est pas mal. Oui. Et le Django de Tarantino.
Nice. Ça va. Et pour terminer, non, je vais en citer aussi encore un. Kevin Conway, qui est une gueule de cinéma. Tu vois qui c'est? Oui. Alors, l'un de ses films les plus connus, c'est Elephant Man. Il incarne le propriétaire de John Manwick. Ok. L'enculé de base. Voilà, en gros. Et pour terminer la distribution, je terminerai par Wayne Doba. Et Wayne Doba a une particularité, c'est qu'on connaît son visage, vous tapez son nom sur Google, vous le trouvez. Mais en fait, il a pratiquement tout le temps joué des personnes masquées. D'accord. Voilà. Il apparaît dans Scarface. Dans la scène de la boîte de nuit, il y a un mec avec un gros bidon et un gros masque qui se fait dézinguer. C'est lui. Ah, d'accord. Je l'ai tellement absorbé par Michel Pfeiffer, moi. Oui, mais pas que Michel Pfeiffer. Donc ça raconte quoi, dis donc, ce Funhouse? De quoi est-ce que ça parle? Ouais, parce que moi, c'est la jaquette qui me Une perturbe. maison, ce qui est sympa. Ah, bah tu vas voir. C'est la maison du fun. Alors, 4 adolescents décident, bon, c'est 4 ados qui découvrent la vie, enfin c'est 4 ados américains, donc tu sais, voiture, ils veulent... Ils ont les hormones en ébullition. Voilà, ils ont les hormones en ébullition. Voilà, ils décident par défi, et parce que c'est rigolo, de passer... J'aime bien être qu'une voix, en fait, je m'envoyais de la merde. Ici, la voix. De passer la nuit à l'intérieur d'un train fantôme. Parce qu'il y a une fête foraine pas loin de chez eux. Donc ils décident, juste pour se marrer, et c'est fun, de passer la nuit dans un train fantôme. Tu sais, c'est le genre de truc que j'aurais pu faire. Oui. Mais c'est ça le titre. Voilà. C'est trop bien pensé. Mais malheureusement pour eux, ils vont assister à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Un crime. Oui. J'aurais pu faire un meurtre. Un meurtre. Un meurtre. Ouais, voilà. Ils vont être témoins, mais en fait, ce crime-là est impliqué le fils du propriétaire du train fantôme. Et ce fils-là est un être difforme. Forme. Et surtout, à la limite, on va dire que c'est un psychopathe. Ah, je préfère les sociaux. Ouais. Tu vois, tu vois. Et donc, les 4 ados vont passer une nuit, oui, mais de cauchemar. Voilà. Pourquoi j'ai vu ce film? Ah, je sais pas. Bon, après, on T'auras coupe peut-être tout, un on regarde. T'auras peut-être un élément de réponse. Alors, le film est produit par l'Universal et ça, c'est important de le lire parce que en fait, The Funhouse fait énormément de clins d'œil aux monstres de l'Universal, dans Frankenstein, Dracula, etc. D'entrée de jeu, et c'est ça qui est intéressant, c'est que en vous expliquant le film, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le film quand on parle justement d'enfants protagonistes ou antagonistes. Donc on suit 4 ados. Donc 4 ados, avec, comme tu as dit, Julien, avec les hormones en feu, etc. Non, c'est moi qui ai des hormones en feu. Voilà. Il y en a 4 ados, mais est-ce qu'il y en a 4 de face aussi? On va dire que c'est la canicule qui fait ça, hein, je pense. J'ai chaud, ma mère. C'est la canicule toute la Voilà. cher alors. Oui. J'ai constamment chaud au cul. Et donc, ces 4 Je suis ados... célibataire. Ces 4 ados, donc, sont... On le fait au cul. On le fait au cul. Et donc, l'héroïne principale, donc incarnée par cette fameuse Elisabeth, est vierge. Est vierge. Mais attends, elle est vierge. Mais, la première demi-heure de film, elle attend que ça de son copain, qui passe à l'acte. Voilà. Donc en fait, ça détonne par rapport à l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 81, on arrive à l'âge d'or du slasher. Ouais. Et Toby Hooper prend l'idée, parce qu'Universal voulait un slasher. D'accord. De base, c'est une commande. Mais en fait, Toby Hooper prend le cliché du slasher. Ouais, c'est-à-dire la vierge qui à chaque fois vainc tout. Voilà, mais en fait, elle... tu baisses, tu crèves. Voilà, mais elle, en fait, elle attend que ça, tout le long du film. Et c'est des ados qui, bon, c'est tous les... En fait, c'est les clichés ambiants des slashers, on va dire, ces ados-là. En bagnole, ils font que des conneries plus ou moins, et voilà. Mais dès la première séquence du film, on sent très bien que ce que fait Toby Hooper. Première séquence du film, il rend hommage à Halloween de Carpenter, parce qu'il utilise à vue subjectif. On rentre dans une maison, et on arrive dans la salle de bain, où on retrouve l'héroïne
qui tente de prendre sa douche, il fait allusion à Psychose, et elle se fait attaquer. Mais elle se fait attaquer par son petit frère. Oui. Non, petit frère qui porte un masque certes, mais qui a un couteau factice. Ah d'accord, parce que s'il a pas il veut lui faire, en fait, il veut lui faire peur. Mais d'entrée de jeu, il y a un problème, c'est que le gamin, donc, mate sa propre sœur nue, et lui fait peur. Et quand tu vois la chambre du gamin, tu vois que il y a des faux couteaux, il y a des masques. On voit le masque, on voit un poster des Frankenstein de l'Universal. On voit, en fait, il est passionné de films d'horreur. Et il a quel âge? Il a 10 ans. Tu vois? Et attends. J'étais pas à ce niveau-là quand même. Mais oui, mais c'est ça, en fait, ça qui est intéressant. Et après, on suit les ados. En plus, Toby Hooper prend son temps réellement. C'est-à-dire qu'il installe quelque chose. Il installe vraiment cette ambiance de fête foraine. Et aussi de monstres de foire. Il anticipe quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit les jeunes en train de déambuler dans la fête foraine, ils font des trucs, ils s'amusent. Il y en a un, il se drogue, il y en a un qui picole, enfin bon voilà. Hein. Et à un moment donné, ils rentrent dans une espèce de... Les typiques des années 80. Ils rentrent dans une espèce de lieu un peu étrange et en fait, ils découvrent en fait des veaux difformes. On voit, mais je sais pas comment c'est fait, je sais pas si c'est vrai ou je sais pas si c'est du maquillage. Ils ont vraiment maquillé des veaux ou des vaches. Je sais pas comment ils ont fait, mais tu vois une vache avec deux têtes en fait. Ah, voilà. Ouais, je vois. Ou la bec d'olive, ou en bec d'olive par exemple. Ouais, tout ce qui est merde, comment on appelle ça, le cabinet des curiosités. C'est un peu, c'est ça. Et en fait, par idée comme ça, en fait. Ils continuent, ils sont peut-être un peu mal à l'aise, mais sauf l'héroïne qui est fascinée, pas par la monstruosité qu'elle voit, mais elle est fascinée par ce fameux train fantôme. Elle le regarde fascinée, c'est-à-dire qu'elle a un peu de peur et en même temps elle veut y aller. Tu sais, c'est un truc assez contradictoire. En même temps, un train fantôme, c'est très panique. Voilà. Et Hitchcock aussi, Hitchcock s'en était servi pour ça. Parmi donc on voit le fameux propriétaire du train fantôme qui lui est un forain, donc il le vend. Il vend, venez vous faire peur, etc., etc. Mais en fait, les personnes qui installent justement le public, c'est son fils. Et son fils est déguisé et porte le masque du monstre de Frankenstein d'Universal. Il se cache. Et ce qui est intéressant, c'est que Toby Hooper utilise un monstre qui en cache un autre. Parce que, c'est pas un spoiler, le fameux fils donc, qui est caché par le masque du monstre de Frankenstein, en fait, a la même particularité que les veaux. Il est difforme. Et donc ce groupe d'ados-là décide de se dire, bon bah allez, venez, on va dormir dans le train fantôme, ça va être excitant, en parallèle avec le cul. Et il se passe ce qui se passe, ce qui fait que la femme n'est plus vierge, la jeune fille n'est plus vierge. On casse le code On casse le code tout de suite. Mais ce que je trouve... C'est pas fait casser que le code, c'est les petites mais il y a un élément essentiel qui est intéressant, et je ne l'ai pas mentionné parce que c'est plus intéressant de lire après, c'est que ce fameux petit frère qu'elle a, l'a suivi. C'est-à-dire qu'il a fait le mur de chez lui, et il est parti la rejoindre à la fête foraine. Et tu vois ce petit gamin qui déambule dans la fête. Il a fait le mur, c'est-à-dire que c'est un maçon. Vous êtes sûr à chaque fois de me vanner quand je suis en train de tirer un film. Et en fait, il la suit, tu sais, il déambule, il rencontre des personnes très bizarres. Il rencontre à un moment donné, tu as un mec en bagnole qui l'arrête, et tu fais quoi ? Et le gamin est pas très rassuré, il se dit c'est qui ce mec, lui il veut aller juste à la fête foraine, et le gars en question sort un putain de fusil et le braque. Et il se met à rire. C'est juste pour lui faire peur. C'est juste pour... En fait, le gamin se rend compte, cette nuit-là, pour lui, on revient à ses côtés, tu sais, la perte de l'innocence. C'est-à-dire que subitement, il peut rencontrer des gens étranges, qui font peur, qui sont pas gentils, voilà, qui lui veulent pas du bien. Et tandis que ces ados ont fait ce qu'ils ont fait, ils vont découvrir quelque chose. Et c'est peut-être cette scène-là qui, je pense, pour un film d'horreur, est plutôt culottée.
C'est-à-dire que ce fameux être difforme qui a le masque de Frankenstein et ne sait pas parler, il hurle, il est terrifiant, je vous le dis tout de suite, parce qu'on découvre son visage à un moment donné, il est terrifiant. Il est vraiment terrifiant. Et c'est surtout sa voix, parce qu'il se met à hurler, mais il hurle à la mort et on a l'impression que c'est une voix pas humaine en fait. Et il a des envies sexuelles. Donc il va payer l'une des membres de la communauté des forains pour avoir une relation sexuelle avec lui. D'accord. Et en fait, ils assistent à ça, les ados. Et en fait, ils comprennent pas pourquoi il retire jamais son masque. Ou, bon, la relation sexuelle dure 2 secondes, parce que oui. Voilà. C'est le mec dans le premier Halloween en fait. Attends. Et oui, c'est un peu... Non, pire, parce que la nana, en fait, le frôle et c'est parti tout de suite, en fait. Et en fait, il demande à être remboursé, parce qu'il n'a pas été satisfait. Et en fait, par crise de rage, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, la tue. Et les gamins assistent ça. Mais j'ai choisi ce film pour un détail que Toby Hooper a fait. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, c'est dingue en fait. C'est que, hormis le fait que ce personnage-là tue, et on a l'impression, est-ce qu'il tue sa tante ou sa mère, parce qu'on sait, on a l'impression qu'ils sont tous... C'est transsanguin, enfin c'est... Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un effet très voulu et très étrange, mais c'est intéressant. Mais j'ai choisi ce film parce que, en fait, je vais pas appeler, le monstre, on va dire, se dévoile et tout le monde découvre son visage, il est horrible et machin. Mais les ados, c'est eux qui attaquent en premier à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas le monstre qui va les attaquer, tu sais, c'est pas lui qui va lancer le combat, qui va lancer l'attaque. C'est les ados à chaque fois. À chaque fois, c'est eux qui frappent en premier. C'est eux qui font la connerie de... Bon, je vais pas spoiler, mais ils vont tuer le père. Donc en fait, c'est eux qui, à chaque fois, font les mauvaises décisions. C'est eux là qui... En fait, c'est eux qui lancent la violence. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce film-là. C'est pas, c'est pas Michael Myers c'est lui qui attaque en premier. C'est plutôt, c'est les ados qui attaquent en premier. T'as une scène où, à un moment donné, le monstre se retrouve face à une ado qui est isolée. Il va l'ado en question, la jeune fille a peur. Elle lui dit, laissez-moi tranquille, ne me faites pas de mal. Et tu vois que le monstre s'approche, mais calmement vers elle. Tout doucement. Et en fait, il veut la prendre dans ses bras. Oh, c'est gentil. Mais la nana en question, elle a un couteau, et en fait, c'est elle qui attaque. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a mal, mais il se défend. Et à chaque fois, c'est toujours ça. C'est toujours les ados qui attaquent. Et pas le monstre, qui attaque gratuitement ou ce genre de choses, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, mais surtout la scène qui résume bien le film, c'est-à-dire ce côté de perte d'innocence, ce côté... c'est en fait un voyage initiatique, c'est une initiative en fait. Mais à part que là, pour le coup, Hooper montre la violence chez l'enfant, enfin chez les ados. Mais il y a une scène qui est intéressante, c'est que le gamin, le petit frère, se retrouve tout seul. Et la fête foraine se ferme, tandis que sa sœur est à l'intérieur et il sait qu'elle est à l'intérieur. Et il tombe nez à nez sur ce fameux monstre. Le monstre ne lui fait pas de mal. Mais le gamin, il est terrifié, il tombe dans les pommes et machin. Et c'est un forain qui va l'aider. C'est un forain qui va prendre soin de lui. Il va appeler ses parents, et c'est aussi pour ça qui est intéressant, c'est que Toby Hooper critique aussi les parents. Parce que tu vois les parents de la jeune fille et du petit garçon qui viennent chercher leur fils, et c'est comme si c'était lambda. Oui, il a eu peur, bon, il a... J'en fous, enfin voilà. Bon allez, il va rentrer chez lui, il va rentrer chez nous, il va dormir. Mais il n'y a pas de compassion, tu sais, c'est très froid. Tandis que tu vois le forain qui est très attentionné envers l'enfant, qui remet sa couverture, qui tient sa tête, il lui demande s'il veut de l'eau, et tu vois les parents qui sont d'une froideur énorme. Mais le pire, c'est que l'enfant retourne chez lui, et on voit, il entend sa sœur appeler à l'aide, parce qu'elle est encore dans le train fantôme, parce qu'elle a vu deux de ses amis se faire tuer, en fait, très clairement. Elle hurle, mais elle est à côté d'un putain de ventilateur qui n'arrête pas de tourner, et en fait, personne n'entend.
Mais la seule personne qui l'a vu en train d'appeler à l'aide, c'est son frère. Mais le frère, tu sais ce qu'il fait? Il la regarde et il dit rien. Il la laisse se démerder. Et en fait, Hooper montre que les plus cruels, c'est pas forcément le monstre, c'est les gens extérieurs. Parce que c'est de la cruauté, ce que fait l'enfant d'une certaine manière. Et j'ai choisi ce film parce que déjà c'est Tobe Hooper, et selon moi il fait partie d'une trilogie non dit, qui est Massacre à la tronçonneuse, Les Crocodiles de la Mort, et celui-là, qui montre en fait, tu sais, l'Amérique la plus profonde. Tu sais, l'Amérique, les Américains isolés, les Américains mis de côté, qu'on met sous le tapis. Parce que c'est exactement ça ce que raconte Massacre ou Crocodile de la Mort, et celui-là aussi, parce que ça montre, tu sais, les forains qui sont mis de côté, les gens difformes qu'on cache sur un masque, etc. Et surtout, c'est qu'il montre aussi la violence de l'autre. T'as même un cameo de William Finlay, donc, qui est le Phantom of the Paradise, donc on a fait sur promo. Il fait une apparition, William Finlay d'ailleurs. Il arrive, il fait coucou. Bah c'est un peu ça, hein. Il joue un magicien. Voilà. Ah, je suis fait ça. Je suis là. Là tu me vois, le caméo est fini. Voilà. Tu me vois plus, tu me vois un peu, tu vois plus. Et en fait, je vous conseille ce film parce que, alors, bien sûr, c'est un film qui va prendre son temps. On va mettre, je crois, plus de 40 minutes à peu près avant de voir réellement quelque chose. La tête du monstre. Oui. Mais quand elle apparaît, après c'est crescendo. Il faut oublier que le mec qui a fait le visage du monstre, c'est Rick Baker. Et Rick Baker, c'est pas un manchot. Rick Baker, c'est les effets de... pour lui, hein, parce qu'il faut de maquillage. Rick Baker, c'est le mec qui a fait Le Loup-garou de Londres, qui a fait l'espèce de Loup-garou, qui a fait Thriller, et qui a fait aussi pas mal d'autres, qui fait partie de la lignée, donc qui fait partie des meilleurs. Hein. En gros, il y a Rob Bottin, Rick Baker et Tom Savini, on va dire. Donc c'est les trois plus grands. Ouais. Et encore, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais c'est surtout les trois. Stan Winston, mais on va dire, voilà, c'est les trois plus gros, on va dire, dans le milieu de l'horreur. En plus, parler comme ça. Et c'est alors oui, ça peut paraître, pour l'époque, ça peut paraître un peu cheap, tu sais, ce visage un peu difforme, un peu étrange. Mais avec le son, le hurlement étrange que tu dis pour l'époque, tu veux dire pour l'époque actuelle, ça peut paraître pour l'époque actuelle. Peut-être qu'à l'époque ça passait plus. Ah, je sais pas, j'ai un petit doute quand même. J'ai un petit doute. Mais pour aujourd'hui, oui, ça peut paraître cheap. Mais la manière dont le Tobe Hooper le met en scène, donc c'est-à-dire que c'est très frontal. C'est-à-dire que son père retire son masque et on le voit et c'est plein cadre, quoi. Et ça choque. Et surtout le hurlement qu'il y a derrière, c'est encore plus terrifiant, je trouve. En fait, c'est surtout le hurlement qui est dérangeant, qui est très dérangeant. Je pense qu'il a eu, et on sait tous que Tobe Hooper est balèze pour travailler le son de ses films, et je pense que le fait d'avoir, tu sais, faire un son d'hurlement très étrange, je pense que ça fonctionne beaucoup sur l'effet de surprise. Ne pleure pas, ce n'est pas un film tragique. Non, mais est-ce que vous... Alors, Julien, toi, tu le connaissais pas du tout? Non, je connais pas du tout celui-là. Non. Richard non plus. Mais c'est vraiment, par contre, la jaquette me parle. Oui. C'est l'une des affiches officielles. Si je l'avais pas vu, enfin si je l'avais pas vu passer qu'on me propose sur des sites totalement légaux. Mais en fait, tu sais, ces films, tu sais, c'est un peu, c'est l'histoire de Tobe Hooper, c'est-à-dire que beaucoup de gens, alors je comprends l'idée, c'est qu'ils retiennent que Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist. Donc ce film, le film d'après celui-là en fait, après. Sa collaboration avec Spielberg va arriver après ce film-là. Mais entre Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist, il a fait 2 films intéressants, hein, mine de rien. Allez, 3 si on met Les Vampires de Salem, même si c'est un téléfilm, mais ça reste intéressant, c'est bien fait. Moi aussi. Et celui-là, c'est un film hyper intéressant qui casse les un code d'un genre qui était vraiment sur qui était pas à son pic, mais ça y est, ça a explosé. Donc, slasher. Parce que l'Universal voulait son slasher, mais Tobe Hooper en fait en a fait autre chose. En se disant non, je vais pas faire un slasher typique. Je vais prendre les codes, mais je vais totalement les détourner.
Parce que, alors, je vais pas exagérer, je veux pas dire que la victime, c'est le monstre. Pas tout à fait ça. Tu sais. Mais, et je l'aurais dit, c'est ça qui je trouve hyper intéressant, c'est que ceux qui attaquent en premier, c'est les ados. C'est pas le monstre. Après, on peut peut-être interpréter ça, mais j'ai pas vu, hein, mais on peut peut-être interpréter ça comme c'est la victime du regard des autres, du jugement, ou des trucs comme ça. C'est un peu ça, je pense aussi, parce qu'en fait, les ados ont juste peur, flippent pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas, pour quelque chose qu'ils en ont horreur, en fait, parce qu'ils ont peur, tout simplement. Ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Voilà. Et le film parle de ça aussi. Et la réalisation de Tobe Hooper propose de très bonnes choses. La photographie est sublimissime, on sent qu'il avait beaucoup plus de budget que d'habitude. On sent que le budget est important. Les séquences en les fêtes foraines et à l'intérieur du train fantôme sont sublimissimes. C'est magnifique, c'est très très beau. Et alors, sans dévoiler la fin est... Il y a des cadavres partout, c'est très très beau. Non, est très ambigu. Très ambigu. C'est dans le sens... dans certaines relations. Oui, voilà. Mais c'est très ambigu. Pourquoi ? Parce que c'est un côté... Est-ce que l'un des personnages va reprendre une vie normale après ça ? Est-ce qu'il en est capable ? Ou c'est fini ? C'est ça que... Sans dire trop. Ça dépend, s'il va à Derry, peut-être pas. Voilà. Il y a toujours une espèce d'ambiguïté. Et je trouve que voilà, c'est un petit film d'horreur qu'il faut redécouvrir parce que ça a des très bonne qualité. Alors ça peut paraître long pour certaines personnes qui sont habituées à des films beaucoup plus rythmés, où ça prend pas forcément le temps et hop, on y va. Moi je préfère que ça prenne le temps. Moi aussi j'aime bien, parce que ça installe une ambiance particulière. Titre. Plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Non, ça prend son temps. Alors vous, au niveau des dispos, vous pouvez le trouver donc en DVD, en Blu-ray ou les deux. Moi j'ai l'édition, donc c'est l'édition de chez Elephant. Ouais, c'est Elephant Film qui a édité ce film. Mais il est dispo sur Amazon Prime. Massacre dans le train fantôme. Un film universal. Massacre dans le train fantôme. Oui, c'est un film français que j'ai pris. Parce que de base, je dois l'avouer, j'avais 3 choix et j'avais pas quoi prendre au début. Mais d'un côté, je me dis pas. Il y a un choix heureusement que je n'ai pas pris parce que vu que tu en as pris un qui est assez, mine de rien, positif, on va dire, pas forcément. C'est pas joyeux non plus. Donc il y en a un que heureusement que j'ai pas pris parce qu'au début j'avais les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, oui, que j'aime beaucoup, ou j'avais les Goonies. Mais les Goonies, ça fait un bail que je l'ai pas vu, je le connais pas plus que ça. Je l'ai en DVD. C'est facile. Voilà. Donc du coup non, j'ai pris un film français parce que un peu de positif, forcément. Ouais. Là on va sur un film plutôt joyeux, même dans la quel est donc c'est le film Big City. 1880, au cœur de l'Ouest américain. Tous les adultes de Big City partent défendre une caravane attaquée par les Indiens. Les enfants se retrouvent seuls. Que Dieu vous garde. Enfin, seuls avec moi. Qui a fait la big erreur de pas me prendre au casting. Ah, tu as été... J'ai été au casting. Ah bah il faut le dire ça, non mais il faut le dire. Anecdote, t'es au casting ? Pour jouer le méchant. Le méchant. Ah oui, qui est joué par... Attends, comment il s'appelle ce gamin ? Voilà, monsieur le directeur de casting, monsieur dame, le directeur de casting, vous avez loupé une occasion. Oui, t'as été refusé à la place de Jérémy Demisti, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas le nom du gars qui a été pris à ma place. Hein. Y'a pas qu'un méchant en même temps. Oui, enfin c'est vraiment, on va en parler après. Parce que de base, voilà, c'est un film donc de Jamel Ben Salah, qui donc du coup a adoré l'œuvre de O'Sullivan, attends je crois que c'est dessus, Benjo O'Sullivan, et qui a décidé qui avait voulu l'adapter en film. Alors, de quoi ça parle, Big City? De quoi ça parle donc? De quoi ça parle donc? Ouais. Ça parle d'un film où que Richard n'est pas dedans apparemment. Voilà, donc déjà c'est
Ouais, voilà. Je comprends mieux maintenant pourquoi, quand je l'avais parlé de ce film la dernière fois, tu étais en mode. Blessure d'enfance. Je pense. Oui, parce que c'est un film de. J'ai pas de bêtises. C'est un film de. Mine de rien, il commence à. 2007, je crois que c'est le DVD, ça, donc ouais, peut-être 2006 le film. Ouais, 2006. 2006 le film. Donc de quoi ça parle? Eh ben, ça part dans une petite. Je sais pas comment je pourrais dire, bourgade, au fin fond du Far West, ouais. Oui, c'est Far West, il y a une petite ville. Oui, petite ville, ouais. Donc une petite ville paisible et tout, mais qui est à côté en fait d'un comment on appelle ça, je sais pas, un château fort, mais donc l'armée, à l'époque, c'est nord et sud et tout là, un fort de la cavalerie. Ouais, la cavalerie. Ouais, un fort de la cavalerie, ce qui est pas très loin d'un fort de cavalerie, où que les Indiens sont en conflit avec ce fort, et il s'avère que les Indiens, en fait, un jour, attaquent une diligence sortant de Big City, et là, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons tous les hommes de Big City, donc de plus de 13 ans, dont justement un des personnages principaux qui lui vient d'avoir 13 ans et veut aller avec son père casser de l'Indien, techniquement, ils partent. Sauf que malheureusement, ils reviennent pas. Donc là, il y a toutes les mères, toutes les mamans de Big City qui mettent leurs enfants dans l'église et qui décident en fait de partir aussi voir où sont les hommes. Et malheureusement, ils ne reviennent pas. Ils reviennent pas. Il y a juste une personne qui revient, et c'est donc l'un des personnages principaux qui est joué par un certain Vincent Valondon. Apparemment il a continué en milieu, mais je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre après ce jeune garçon. Il était doubleur de Vincent là, non? Qui revient, donc du coup qui dedans s'appelle James Wayne. Référence à James Dean. Et du coup il revient et en fait les gamins ils sont pendant une journée livrés à eux-mêmes et ils font que des conneries dans la ville. Jusqu'à ce qu'en fait on s'aperçoit qu'en fait si il restait bel et bien un adulte, ouais, qui est autre que Eddie Mitchell, qui en fait joue. Ah non, bien sûr. Je t'ai dit. Qui attends, je sais plus si c'est le shérif ou c'est le sergent. Non, c'est le sergent lui. Parce que le shérif il est joué par Olivier Barou, on le voit vite fait au début, et il part dans la cavalerie avec Julien Courbet aussi qui est dedans. Non, l'acteur. L'acteur. Il y a un acteur qui s'appelle Julien Courbet. Ouais. Alors, il avait joué dans des films genre type Le Raid ou je sais pas trop quoi. Oui, Le Raid, il a joué dans Les Anges Gardiens. Les Anges Gardiens, il a joué des films. Dans celui-là. Il a joué dans celui-là. Ah oui, avec le padre. Oui, c'est bon, je me rappelle. Voilà, donc du coup on a juste pas le shérif, mais le second on va dire qui est. Et. L'adjoint de shérif du coup. Oui, l'adjoint de shérif, ouais. Qui est donc joué par Eddie Mitchell et qui est en fait on peut dire un poivreau, il fait que de boire toute sa journée. C'est pour ça qu'il a même pas vu que la cavalerie était partie et qu'il était là quand il faisait. C'est parce qu'il a la chaleur qu'on a actuellement. Voilà, c'est ça. Et en fait il se réveille et puis là il voit, il se demande s'il est pas dans un rêve parce qu'il voit des enfants partout qui font plein de conneries. Et là il va remettre un petit peu de l'ordre dans la ville et en fait les enfants vont simplement devoir reprendre les métiers que faisaient leurs parents. Et c'est là que ça devient assez intéressant et assez comique. Parce que... Ah non, il y a un métier à l'époque. Oui. Non. Justement, dedans il y a en effet donc il y a James Wayne qui donc du coup lui c'est vraiment le cow-boy qui est un petit peu comment ça s'appelle comment on peut appeler ça, un peu le videur de nos jours du saloon. Évidemment on a donc des Italiens qui s'étaient venus à Big City, donc du coup l'un de leurs enfants reprend le métier de barman de son père, sauf que il prend tous les c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils reprennent tous les mimiques que leurs parents avaient. Genre par exemple le côté italien, bien faire voir comme ça la main. Et puis oui, parmi nous on a une petite française qui est jouée par elle, je crois qu'elle a quitté le milieu après, elle s'appelait Charlie Quatrefages. Donc qui jouait Nicole, une petite française où en fait ça veut dire que c'est mal vu pour les Français, mais donc du coup nous les Français on est juste bons à être des entraîneuses dans un bar de salon. Alors si je suis ta logique, donc on voit des enfants incarner des entraîneuses. Une entraîneuse, ouais. Non, mais ils font que des bisous. Oui. En fait c'est 50 cents un bisou là et je sais plus combien un bisou sur la bouche.
Mais par exemple, s'il y en a un qui met la langue. 50 cents, c'est $1 du coup. Ouais, $1 je crois, sur la gauche. Et justement, il y en a un qui est joué par un gars qui après a été dans une série télévisée, je crois, qui s'appelle Nos chers voisins. Ça va créer des rivalités. Ouais, ça c'est un peu comme tu as dit tout à l'heure pour le film Massacre dans le train fantôme. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a l'innocence des enfants qui vont être un petit peu détruits parce qu'ils vont se trop prendre pour les adultes et puis ils vont s'apercevoir au bout d'un moment qu'en fait, être un adulte, c'est pas si bien que ça. Et ça met en effet des conflits, ils oublient que de base ils sont humains entre eux. Parce que par exemple, évidemment, on a un maire dedans, donc du coup on a un gamin dedans qui est très détestable, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est joué par Jérémy Denisti, qui lui donc a joué plus tard avec un autre gamin qui est dedans qui s'appelle Samir Seguir, qui jouera le petit Wapiti, un petit indien. Et je crois qu'ils ont joué ensemble après dans un film qui s'appelait Anoïs sa mère ou je sais pas quoi. Ah oui, ok. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il joue le même genre de rôle, le gamin totalement insupportable. Et qui lui va essayer de manipuler tout le monde dans Big City, vraiment, il veut le monopole de la ville, mais tu vois qu'il est assez intelligent, c'est-à-dire qu'il va recruter genre le borgne pour faire des sales besognes dans la ville, pour monter un peu tout le monde entre eux, récupérer la banque et au final virer tout le monde de Big City. Je vais dire Sin City, c'est pas la même ville. Ah non, c'est pas la même chose. C'est Big City. Et jusqu'à ce que d'un seul coup les Indiens arrivent et puis bon là c'est pareil, ils voient pas en fait, pour eux c'est comme jouer un peu à la balle aux prisonniers quoi, c'est-à-dire d'un seul coup pour eux la bataille entre eux et les Indiens c'est tout mignon jusqu'à ce que d'un seul coup l'un d'eux est vraiment blessé et que là ils s'aperçoivent que c'est pas si cool d'être un adulte. Et Eddie Mitchell a un rôle super intéressant là-dessus parce que c'est-à-dire que c'est le gars au début tout le long du film, il est manipulable. C'est-à-dire que justement le gars qui est donc le fils du maire lui donne sa dose de vin à picoler tous les jours. Il est corrompu à l'alcool quoi. C'est ça, il est corrompu à l'alcool et en fait au final il tient bien l'alcool plus qu'on croit dans le film. Parce que à un moment donné quand ça devient critique, il leur fait comprendre clairement que c'est qu'est-ce que c'est réellement la réalité de la guerre, tout ça et tout, enfin qu'il faut qu'ils arrêtent tout ça quoi. Pardon. Je dis pas Eddie Mitchell, j'aime bien Eddie Mitchell. J'aime bien Eddie Mitchell, j'aime bien, enfin ça va. Je m'entends. Un grand cinéphile Eddie Mitchell. Et puis on a en effet un autre enfant qui dedans, lui il est quand c'est pas écrit et tout, Illettré, je crois. Illettré, ouais. Qui mine de rien va devenir un des plus grands gars du pétrole. Parce que c'est un peu lui qui raconte l'histoire au début. Donald Trump. Voilà. Ah, Donald. C'est Donald. Ah, j'aurais dû lui tirer dessus, mais je t'ai beurré. Voilà. Puis bon, évidemment, on est. Ah, Donald, j'aurais dû le. Bon, après, c'est vrai que dit comme ça, on se dirait que le film il est pas joyeux aussi. Si après le film est très joyeux, on a même une petite histoire d'amour plutôt intéressante dedans. Est-ce qu'il y a une comparaison intéressante à faire avec la guerre des boutons? Je trouve que ça y ressemble. Ça y ressemble beaucoup. Après, je me rappelle que c'était plus violent la guerre des boutons. Un peu plus violent, il me semble. Bon, après, c'est pas la même époque. Déjà, il y a des scènes on pourrait pas refaire de nos jours, comme le gamin tout nu qui court. Ou alors le petit gibus bourré. Oui. Mais c'est vrai que oui, on peut dire qu'il y a. Et tout en sachant en fait qu'en plus le réalisateur, parce que j'ai vu un peu ce qu'il a fait, donc il a pas fait des grands films non plus, mais c'est lui qui a fait Neuilly sa mère par exemple. Donc, avec ça explique cela. Ok, donc ça explique pourquoi les deux gamins reviennent, parce que je sais que je viens après, mais si j'ai fait ce film-là, c'est pas pour rien du coup par rapport aux autres, c'est surtout par rapport à cette version DVD. Bon, je pense que s'il doit exister en Blu-ray de nos jours, je sais pas s'il est facile à trouver, je pense que oui. Mais si j'ai pris celui-là, c'est parce que surtout ce qui est intéressant, c'est le making of qui a d'à peu près 47 minutes sur comment s'est passé un tournage avec les enfants. Et j'aime bien parce que c'est... J'en parle après, mais du coup, je reviens fait ce que tu as dit, Jonathan. Ça m'étonne pas parce qu'il a trouvé justement le gamin qui jouait le méchant, là, Jérémy machin, et il trouvait très bon, il trouvait excellent, il disait qu'il avait... Ouais, mais il s'est trompé parce qu'il y avait un meilleur acteur que lui, je suis désolé. Voilà,
Il s'appelait Richard, tu t'es gouré. T'es gouré. Ça m'étonne pas que tu sois pote avec Luc Besson, tiens. Tiens. Ouais, des potes avec le Besson. J'avoue, je me suis pas trop renseigné sur sa vie. Parce que oui, je crois que je connais que ce film. Il faisait partie des profs de l'école de Luc Besson. Ah oui, des profs. Et il y a des anciennes élèves qui s'en sont plaints. D'accord. Je vais pas dire plus. Ah, c'est dommage que dans le making-of, justement, je trouvais qu'il était très bon pédagogue avec les gamins. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça, c'est juste qu'à un moment, elles grandissent trop pour qu'ils réfléchissent, apparemment. C'est ça, ok, ouais. Ah oui, donc là, on va dire que c'était à la bonne taille, on va dire, là, pour qu'il ait pas de vue. Pardon. Non, mais alors, il n'était pas encore corrompu. Non, mais ils sont à la bonne taille. Titre. Il était très très vilain, mon père. Oh, ouais. Bon, le film. Ouais. Donc le film, ouais. Donc, on a été... Ouais, je l'ai pris parce que, ouais, il y a un bon making-of dessus, parce que... comment te dire Très mal. C'est ça que j'aime bien, parce que c'est un film qui fait voir que même quand ça se passe très bien sur un tournage, c'est très difficile de tourner avec des gamins, pour plein de raisons, pas forcément ceux qu'on pense, mais pour plein de raisons, que ce soit logistique et autres, c'est énorme. Surtout on tourne au Canada, une partie au Canada et une autre partie je sais plus où. Et après une petite partie à Paris pour des décors intérieurs. Mais la plupart du temps c'était au Canada et on va dire que la tranche d'âge c'était entre 8 ans jusqu'à 16 ans, il y avait différentes tranches d'âge dedans. Oui. Donc du coup c'est à dire qu'il fallait avoir des professeurs d'école. Parce que oui, les gamins, quand ils tournaient pas, il fallait qu'ils continuent à rattraper les cours. Il y avait des CPE qui étaient là, il y avait donc du coup comment je dis ça, des pions, comment on appelle ça ? Surveillants. Des surveillants et tout. Et puis bon, même quand ça se passe bien, il peut y arriver des petites couilles. Par exemple, je sais pas si le terme était sympa, couille. Par exemple, nous avons... Cacahuètes. Oui, par exemple, nous avons Vincent Valandon qui avait une scène à faire justement au bord de la rivière et malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le réalisateur avait pourtant bien fait les choses administrativement pour qu'ils arrêtent le barrage, qu'ils coupent le barrage au niveau de la rivière tel jour et ils l'ont pas fait. Ça a retardé un peu, ils ont quand même voulu tourner la scène, sauf que l'eau était vraiment gelée, le gamin commençait à avoir les lèvres violettes. Obligé de l'interdire de tourner pendant 2 jours. Non, tu fais ta cascade. Le gamin il comprenait pas, il était en mode mais moi je veux jouer et tout. Et puis quand les gens ils disent, tout le monde dans le making-of, le gars il fait j'ai encore les lèvres violettes, puis il fait oh non, je vais pas pouvoir jouer. Moi je voulais faire tellement Jackie Chan, merde. Voilà. Après nous avons aussi, comment il s'appelle, Julien Frisson. Qui lui apparemment était un petit rigolo. Il a frissonné pendant le tournage. Oui, il y a une vraie petite histoire d'amour avec justement l'héroïne du film qui est jouée par. Attends, comment ça s'appelle Paolina Bigin, qui apparemment je l'ai pas revu dans des films après. Et d'ailleurs ça a mis un petit conflit puisque par exemple le jeune Samir il était amoureux aussi de cette jeune actrice. D'accord. Et du coup il voulait plus tourner et du coup le réalisateur est obligé d'imaginer une scène d'amour qu'ils ont tourné mais ils l'ont pas mis dans le film, ils l'ont juste étudié en scène coupée. Juste pour faire plaisir au gamin. Ouais. Et pour que le gamin tourne et tout, donc il a rajouté une histoire d'amour entre le petit indien et Déborah qui n'avait pas de base. Mais je suis pas mécontent qu'il l'ait fait parce que de base c'était vraiment James qui devait être avec Déborah et son frère devait pas aimer ça. Et là ils ont fait qu'au final c'est la petite entraîneuse française qui je préfère que ce qu'ils ont mis sur ce que je vois sur Wikipédia, la fille de joie. Je sais pas si c'est mieux. Putain. Non mais rigole parce que j'en parlais de ça après. Du coup voilà, ils ont fait qu'au final c'est Wayne. Il découvre que son véritable amour c'est la petite Nicole et qui depuis tout le long Nicole elle est amoureuse de Wayne et en fait Wayne la calcule pas quoi. Il voit tous que Déborah en tête. Et je suis désolé, un meilleur scénario c'est qu'il découvre que son vrai amour c'est l'Indien et il crée les Village People. Donc toi il y a des petits trucs comme ça qui se passent. Comment un ouvrier et puis peintre. C'est des enfants, ils se démerdent. Oui, c'est pas la bonne époque, je m'en fous.
Et donc du coup on a Julien Frisson, évidemment pour faire, voilà, il est un petit peu, on a tous été gamins, hein, donc on veut frimer, du coup il s'est cassé le poignet par exemple, donc du coup il a fallu qu'on fasse ses scènes différemment parce qu'il avait un plâtre. Donc tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai pris ce film là, parce qu'il est vraiment intéressant au niveau du making of, s'il voulait vraiment faire un film avec des gamins, en fait, même quand ça se passe bien, c'est pas le film qui est intéressant, c'est son tournage. C'est son tournage qui est plutôt intéressant. Okay. Le film il est sympa à regarder, franchement je l'ai fait voir à Kevin, moi je passe toujours de bons moments en le regardant devant, même je sais pas ce que Kevin tourne à penser que je l'ai fait voir. Mais ouais, ce qui est plus intéressant, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est son making of qui est, je trouve, très intéressant. Par exemple, on a un gamin, bon, ça peut arriver, il a pété un câble à un moment donné sur le tournage parce que il voulait quelque chose et il a refusé à un moment donné et à force voilà, les CPE ont été obligés de le cadrer sur le tournage. Ah oui, ça part moins. C'était juste une après-midi, voilà, après le gars il s'est excusé, on lui a refusé. Ouais, ça c'est joué, il jouait au ping-pong, c'était une journée, ils étaient tranquilles, ils jouaient au ping-pong, et je sais pas, on connaît ce que ça fait, hein, les gamins dans une récré ou quoi que ce soit, hein, ça va vite. C'est moi qui ai gagné, non c'est moi. Et ouais, on voit, dans le make-up, il jette la raquette et après on voit carrément les CPE qui courent après, il le colle au sol parce que le gamin il. C'est violent quand même, hein. Pas méchamment, c'est genre il l'attrape et il couche en mode calme-toi. Zen. Non, ils font pas du catch, ça fait. C'est quand même violent, hein. Calme-toi. Voilà ça. Et puis voilà, c'est pour ça que par exemple dans le film on a un acteur qui joue un enfant, donc celui qui est illettré, mais c'est pas un enfant, c'est un adulte. Parce que avec Lee Mitchell, c'est pour ça qu'il y a aussi l'adulte dedans, parce que ça a aidé sur le tournage à cadrer aussi les gamins. Oui. Les gamins, quand ils voyaient Eddie Mitchell, ils disaient « Oh, c'est Eddie Mitchell, putain, on tourne avec ». Et Eddie Mitchell, mine de rien, il savait être bon pédagogue et leur dire aussi les gamins... à la manière du cadre, quoi, c'est ça. Comme ça, c'est nul. C'est nul. Ouais, donc... après, quand tu parles d'intérieur, donc du coup, entraîneuse, c'est ça qui est assez intéressant, parce que c'est comme ça que le réalisateur a su qu'il avait la bonne actrice en face de lui. Parce que beaucoup d'actrices qui ont casté, enfin beaucoup de jeunes actrices qui avaient casté pour ce rôle ne savaient pas c'était quoi une entraîneuse. Du coup, ils pensaient tout de suite entraîneuse, chevaux, équestre et tout. Ce qui paraît totalement logique. Pour un enfant. Voilà. Oui. Et elle. Moi j'allais dire football, tout ça. Et elle, c'est véridique, vous pouvez regarder, parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert ce film. Je connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il avait été tourné et tout. En fait, c'est qu'un jour, je rentre chez moi un midi. À l'époque, en France, passait une émission qui s'appelait Attention à la marche, avec Jean-Luc Reichmann. Oui. Et du coup, de temps en temps, il faisait des émissions spéciales où que, par exemple, c'était pour une association, enfin, genre de truc, comme ils font beaucoup dans ce genre d'émissions télévisées. Et c'était toute l'équipe du film qui était là. Donc, les gamins, en tout cas. Et en fait, c'était le réalisateur avec. Alors, je sais plus c'était qui des autres qui étaient là. Et à chaque fois, un gamin avec eux. Donc, on avait justement la jeune qui faisait Déborah, celui qui fait Wayne, et la petite entraîneuse Nicole qui était là. Et justement, elle est avec le réalisateur. Et justement, Jean-Luc Reichmann, il vient et puis il pose cette question et tout. Comment on a su que c'était la bonne actrice pour ça. Et il laisse, en fait, il explique la même chose. Il dit. Il fait quand il est arrivé, il fait tout le monde me disait voilà on va des chevaux et tout, des chevaux, voilà, des gamins. Et elle est arrivée et il a dit je te laisse dire en gros ce que tu m'as dit. Et la fille elle fait comme ça, elle fait ouais entraîneuse, c'est pute quoi. C'est vraiment, elle est complètement compris le rôle. Elle a fait c'est pute et puis il a dit pardon et il dit bah oui voilà on va pas tourner autour du pot, on sait très bien ce que c'est. Oui, voilà. Donc, est-ce que c'est sa mère qui avait dit pour l'aider à caster mieux? Mon bébé, hein, d'accord, tu n'oublies pas, quand tu vois le réalisateur, ton rôle, tu es une pute. On n'oublie pas. T'imagines en fait le truc, c'est genre elle avait déjà un agent qui lui a envoyé le truc et c'est la mère qui a fait tu vas dire au réalisateur que tu joueras pas cette pute. Ouais. Et en fait il a dit, elle est juste arrivée, elle a fait j'ai compris que le rôle c'était une pute, ok t'es engagé. J'y vais quand même. Et le réalisateur a dit franchement quand t'as une gamine de 10 ans qui te dit ça, il fait mais... Alors moi j'aurais écrit le script. C'est en fait. Il aurait fallu une scène de ça où en fait genre vraiment tu la vois faire des bisous et au bout d'un moment elle déprimée qui fait non mais je sais que je suis une pute quoi. Ma mère était une pute, j'ai compris. Après je pense c'est parce que comme le décor, un des décors qui avait été construit en plus sur place était justement le saloon, je pense du coup ils voulaient vraiment avoir beaucoup de scènes parce qu'il y a quand même pas mal de scènes qui se passent dans le saloon. Donc je pense que c'est pour ça qu'il essayait de rester voilà donc
Après, c'est vrai qu'il va peut-être plutôt prendre une fille, le Fresh Cancan, non pas le Fresh Cancan, comment on appelait ça à l'époque dans le saloon, les filles qui avaient ce genre de robe, qui dansaient. C'était dans le style Fresh Cancan. Ouais, parce que tellement ses habits, ça fait ça. Allez, les filles, les grands becs. C'est ça, ouais, danseuse, ouais. Ça fait un peu ça, ces habits qu'elle a dedans. Plus danseuse cabaret que. Danseuse, oui. Ouais. Tant que c'est pas du feuillage. Voilà. Ouais, voilà. Après, dans le film, ce qui est bien, c'est qu'il s'attarde pas dessus. C'est vraiment, le but, c'est que la fille, c'est la pauvre qui du coup est délaissée. C'est la petite française. D'ailleurs, le méchant de l'histoire, il fera souvent rappeler en disant, vous la française, votre mère, déjà, on s'en foutait déjà un petit peu. Alors vous inquiétez pas, on peut aussi vous virer de Big City, quoi. Voilà, il y a vraiment qu'une scène rigolote avec eux, c'est justement Julien Frisson qui apparemment essaie de mettre la langue et qui se prend une big tarte, à Hurle. Il se prend un point de justement Wayne parce que c'était ça que son père faisait aussi. C'est parce qu'en fait il essaie de lui parler sans fax. Voilà. Tu vas me parler la prochaine fois. Donc en fait, c'est un petit film qui rend hommage au western. Qui est pas mauvais, qui est bon enfant et plutôt positif à la fin. Raconte pas. Ah non, je raconte pas, je raconte jamais les fins. Tout le monde meurt à la fin, y compris Non, j'ai comparé au Massacre. C'est un autre film. Voilà, comparé à Massacre dans Notre Fantôme, voilà, c'est... Ah, j'ai pas dit tout le monde. Voilà. Non, mais je veux dire, on sent déjà, toi, un pseudo-pré... c'est pas pareil. Là, c'est comme je disais tout à l'heure, on a ce côté, voilà, ils vont découvrir vraiment ce que c'est être adulte, mais c'est dans le bon sens, quoi. C'est, voilà, ils vont voir qu'il y a une forme des... d'obligation de rien, parce que sinon la vie est morte. C'est ça. Et en attendant, on sait pas, quoi. C'est rien. On peut le trouver facilement en DVD non, je sais pas, je il pense est que sur oui. MyCanal. MyCanal, il est MyCanal, oui. Voilà. Moi la force de diriger cette ville d'une main de fer. Assassin! Faites-le tout ça! C'est la guerre, ouais! Viens, l'Indien, viens! Qu'est-ce qu'il a, l'Indien? Merci messieurs, c'était des choix super intéressants. Pour la prochaine émission, donc je vais pas spoiler quoi que ce soit. Alors ce que je vous propose, nous ne savons pas nous-mêmes. Donc c'est de faire une émission au mois de juillet, une émission pour le mois de juillet, et au mois d'août on n'en fait pas. Parce qu'il faut un peu de repos, et surtout c'est que en septembre il va se passer quelque chose, mais on ne dira rien pour le moment. On pourrait nous torturer, on ne dira rien. Voilà, on ne dira rien. Et on avait déjà proposé, il y a déjà une liste de thèmes, mais j'en ai un qui me vient à l'esprit parce qu'on parle souvent, on cite beaucoup de choses, mais il n'y en a jamais fait d'émission dans toute l'histoire de cinéma tous les émissions qu'on a fait de cinéma, mais on n'a jamais parlé réellement de films Disney. J'ai parlé d'un remake. T'as parlé d'un remake. Ouais. On parlait d'un remake spécifiquement. Voilà. Et on va se battre du coup. Alors, on a le choix. Donc moi je pense, et si ça vous va messieurs, la thématique du mois de juillet, c'est nos Disney. Tu veux qu'on fasse chacun plusieurs Disney rapidos ou... Nos Disney préférés. Un Disney préféré chacun d'entre nous. Ok. Wow. Un Disney préféré. Oui. Et on appellera Cinéma In nos Disney. Voilà. Donc maintenant vous savez ce qui vous attend au mois de juillet. Les Disney. Voilà. Prenez soin de vous les gens, on vous donne rendez-vous donc au mois de juillet et après il y aura une pause au mois d'août, mais on revient en force en septembre parce qu'il va se passer beaucoup de choses hyper intéressantes et vous allez voir, très bientôt d'ailleurs, et donc profitez... Il y aura du teasing. Profitez de la canicule. Non, profitez pas justement. Si, profitez. Profitez du soleil, non mais du soleil mais pas de la canicule, on va pas dire profitez de la canicule. On est tous en train de mourir. Bah allez en salle de cinéma, il y a la clim. Oui, enfin, ça dépend lesquels. Ouais. Mais il y en a. Il y en a. Gros bisous à vous, prenez soin de vous. Ciao. Salut.